Salut les Khaï, la famille, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast qui n'a toujours pas de nom. Aujourd'hui, il n'a toujours pas de nom. Je crois que c'est le 6e ou 7e épisode, mais on n'a toujours pas trouvé de nom. Il faudrait, les gars, dites-moi en commentaire le nom que vous suggérez. On va essayer d'en choisir un pour le prochain. Je sais qu'on vous promet ça depuis pas mal de temps, mais on va essayer de le faire. Aujourd'hui, les amis, on a un petit comité, mais bon, ça va être encore mieux, vous allez voir, ça va être plus cool. Ça va être un peu plus intimiste. Oui. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Faiza Boutouil. Comment ça va, Faiza? Super, je suis super ravie d'être là. T'as Et la merci forme de m'inviter. Oui. Pas trop Super. chaud? C'est chaud. Ouais, il fait chaud. En plus, on n'a pas trop Il n'y a pas d'air ici, conditionné, donc ça va, c'est fin de journée. Donc, Ouais, en mode chill. Voilà, exactement. Juste les sushis qui ont eu un peu chaud, là. Ouais, les pauvres, ils ont un peu fondu, mais on va faire avec. Encore une fois, merci à Makifornia pour les sushis. Exact. Mais on fait avec. Bah oui. Du coup, Faiza, dis-moi, comment tu te présenterais? Parce que je sais que tu fais pas mal de choses. Waouh. Tu as pas mal de casquettes, pas mal de visages, pas mal de matchs, je sais pas comment le dire, mais tu fais plein de trucs en même temps. Donc, comment tu te présenterais un peu? La question, elle est difficile. Au niveau personne, je dirais que donc je m'appelle Faiza Boutouil. Je suis mariée. J'ai 3 enfants. J'ai une grande de 12 ans, j'ai un petit garçon de 10 ans, bientôt, et j'ai une petite fille de 10 mois. Tout juste 10 mois. Voilà. Ah, magnifique, machallah. Donc il y a un grand écart avec les deux, mais c'est génial. C'est chouette de nouveau raconter la maternité, etc. Donc ça, c'est top. Sinon, je travaille. Donc j'ai plusieurs casquettes, comme tu disais tout à l'heure. J'ai 37 ans. Ça aussi, c'est important. Tu vois, je vais un peu dans tous les sens, mais... C'est normal. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. La question est toujours compliquée. Moi, quand je présente toi, je ne sais pas quoi dire. Et alors, en termes de plusieurs casquettes, donc qu'est-ce que je fais? À temps plein, actuellement, donc j'ai une société de consultance. Donc, je suis à temps plein pour un client pour l'instant dans le domaine pharmaceutique. Et je suis ce qu'on appelle un programme manager. Donc, je gère un projet au niveau international. Donc, j'ai plus ou moins, on va dire, une douzaine de sites en dessous de moi. Ça peut être le Canada, Singapour, les États-Unis, la Belgique. Et j'ai plus ou moins 25 000 utilisateurs qu'on doit simplement faire migrer d'un système A à un système B, 2.0, etc. Donc ça, c'est mon travail full-time. Et je m'occupe aussi de toute la communication. Ça, c'est devenu mon dada depuis quelques années. Donc j'adore tout ce qui est communication, tout ce qui est graphisme, etc. Donc du coup, j'ai pris cette casquette-là aussi au boulot. Je le fais avec plaisir. Et je fais aussi ce qu'on appelle du change management, de la gestion du changement. Donc souvent, dans des projets, quand on passe dans des nouveaux systèmes ou dans des nouvelles organisations. C'est brusque, quoi. Il y a du changement. Exactement. Et donc, les gens, il y a une certaine réticence au changement. Et on compare ça souvent au deuil, la courbe du deuil. Donc, au départ, les gens sont un peu en colère. Et puis, on leur explique pourquoi il y a ce changement, quels vont être les bénéfices de ce changement. Et puis, ils acceptent le changement. Et puis, etc., etc. Et puis, finalement, ils font avec et ils sont ravis. Et il y a beaucoup de relationnel, alors. Voilà. Donc, il y a énormément. Et ça, je l'ai développé parce que j'ai ce qu'on appelle une hyper-empathie. Et je suis aussi HP. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître là-dedans. HP, c'est hypersensible, en fait. Hyper émotionnel, etc. Donc, c'est vraiment cette capacité de pouvoir se mettre à la place des autres, de pouvoir comprendre, d'être très impacté et affecté par tous les stimuli externes, etc. Donc, tu ressens les émotions plus fortement que nous, en fait. Exactement. Donc, et ça, j'ai découvert lors d'un événement traumatisant, mais ça, on y viendra tout à l'heure, parce que j'avais dû être suivie par des psychologues, des psychothérapeutes, etc. Et donc, on m'a diagnostiqué ça. Sinon, à côté de ça, alors, qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai, on va dire, une agence de communication. Et alors, c'est comique parce que les projets d'à côté, ils sont venus parce que j'ai eu une demande. Donc, en fait, l'agence de communication, je l'ai créée après avoir eu mon premier client. Donc voilà, donc j'ai été approchée par une société, mais pas ici au Maroc, une société de grande renommée qui m'a dit voilà, on a entendu parler de toi, on aime beaucoup ta communication, ta présentation, etc. Est-ce que tu serais prêt à travailler pour nous? Et donc ça, c'est pour l'instant un client full-time aussi pour mon agence de communication. Et à côté de ça, là, c'est mon petit projet, mon petit bébé, avant mon 3e dernier petit bébé, j'aime bien l'appeler comme ça. Et là, c'est ma petite application Bifox, donc je t'en avais déjà parlé à l'époque. Et ça, comment c'est né? Toujours pour revenir au fait que j'ai beaucoup de casquettes. Donc, déjà plus jeune, à partir de l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à donner des cours particuliers. Et j'ai toujours adoré ça. Et à ce moment-là, j'ai pas de diplôme, j'ai pas...
Et vers l'âge de, on va dire 25, 27 ans, j'ai commencé à me retrouver débordée. J'avais trop de demandes par rapport à mon temps, etc., donc difficile à gérer. Et j'avais commencé déjà à ce moment-là à réfléchir à une idée de comment digitaliser en fait ça, comment rendre ça accessible à tout le monde. Et quand j'ai fait mon master il y a presque 7 ans, oui. Donc j'avais une trentaine d'années, j'ai fait mon master et j'ai dû faire un mémoire. Et c'est là que j'ai pensé à développer mon projet, voilà. Je me suis dit comment ubériser en fait finalement le soutien scolaire. Et après ça s'est étendu à pas juste le soutien scolaire parce que si je faisais ça, je touchais qu'un public d'étudiants, etc. Et je me suis dit autant faire ça pour le sport, pour faire ça pour le développement personnel, etc. Et donc en gros l'idée c'était des Faiza, il y en a plein. Des Abou, il y en a plein. On a tous, et ça je suis persuadée, on a tous un talent, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit dans le soutien scolaire et des choses comme ça. Et je me suis dit, il y a peut-être mon voisin qui sait jouer de la guitare et qui pourrait me l'enseigner. Et du fait qu'il n'a pas le diplôme dans le domaine, il pourrait me faire un petit prix, voilà. Et puis du coup, ça renouerait aussi tout ce qui est social, donc les contacts, etc. Et donc c'est comme ça que petit à petit l'idée m'est venue. Et je me suis même rendu compte qu'il n'y avait aucune application qui existait dans ce genre-là. Et donc j'ai étudié plus d'une centaine d'applications, comment faire, etc. Et j'ai monté mon mémoire. Mon mémoire a été présenté. Pour le mémoire, j'ai eu une grande distinction. Ça t'a motivé, ça m'a motivé à fond. Et là, c'est justement la fameuse histoire que je te raconterai plus tard, que j'ai appris récemment, parce qu'on m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Et après le mémoire, j'ai très vite commencé à lancer le projet. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est une application qui met en relation monsieur, madame, tout le monde qui a un talent dans le domaine de la couture. Ça peut être ma grand-mère qui sait coudre et qui pourrait partager ça, etc. Sûr. Avec aussi monsieur et madame tout le monde qui aimerait bien apprendre à jardiner, qui aimerait bien apprendre... qui aimerait bien apprendre de quelque chose de nouveau. Exactement. Et donc, c'est une application. Et en plus, elle est entièrement gratuite. Ah, cool. Donc, l'idée, c'est vraiment partager connaissances, etc. Mais il y a un truc qui me marque là, tout de suite. J'ai envie de poser la question. C'est que je vois que, en fait, tu as plein de casquettes, tu fais plein de choses en même temps. Oui. Comment tu trouves le temps de tout faire? Alors, ça, c'est une bonne question et j'ai trouvé la réponse récemment. J'avais une maman, son âme, elle est décédée il y a un peu plus de 5 ans, qui était, on va dire, maniaque un petit peu, et qui aimait que sa maison soit propre, qui aimait que sa maison soit ordonnée, qui aimait recevoir, etc. Et en fait, depuis très petite, j'ai appris à gérer plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire que je m'occupais du ménage, je m'occupais de temps en temps des repas, je m'occupais du linge. Et en parallèle, j'avais mes études. J'ai commencé à faire des jobs d'étudiant très très tôt. J'ai commencé tôt parce que j'ai fait animatrice. Donc au départ, j'étais une animée. Et puis j'ai adoré ça. Et j'ai fait animatrice avec mon frère, mes cousins, cousines. Et j'aimais tellement l'animation que je suis devenue formatrice dans le domaine de l'animation. Et après, je suis devenue coordinatrice de centre de vacances. Donc, parfois, j'allais faire animatrice, parfois, je donnais des cours à des futurs animateurs, parfois, je faisais de la coordination de centre de vacances, etc. Et en parallèle, j'avais mes études et j'avais, on va dire, un foyer à gérer. Surtout quand mes sœurs se sont mariées et qu'elles ont quitté le domicile, je me suis retrouvée un petit peu la seule fille à devoir... ça fait un petit peu cliché, mais c'est comme ça, voilà, c'est dans les mentalités. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'étais en colère pour ça, parce que j'ai pas eu l'occasion de connaître, j'ai jamais connu de grasse matinée. J'ai connu ma première grasse matinée. Le charbon. Voilà, j'ai connu ma première grasse matinée quand je me suis mis en couple. J'ai jamais pu faire des sorties comme d'autres faisaient. J'ai jamais pu profiter après l'école. C'était famille, travail, études. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, ma maman, elle disait souvent, et pour ça j'adore, elle disait souvent, Faiza, je l'ai pas senti. Je sais pas comment elle faisait pour réussir. Je sais pas quand est-ce qu'elle étudiait. Et en fait, je n'étudiais pas, j'avais pas le temps. Et donc, c'était vraiment de la débrouillardise. Et donc, aujourd'hui, j'arrive à mettre une réponse là-dessus, c'est de dire, j'ai été éduquée comme ça. J'ai été conditionnée à ça. J'ai été conditionnée à ça. Ce qui fait que c'est pour ça que quand j'ai fait mon master bien plus tard, alors que j'ai été mariée, que j'avais des enfants, que j'avais un boulot assez prenant. À ce moment-là, je travaillais à la Banque nationale. J'avais un boulot assez très prenant, etc. et tout. Et en plus, je continuais à faire du coaching scolaire. J'accompagnais les étudiants aussi, je faisais tout ce qui était rédaction de mémoire. Quelques années auparavant, j'ai fait aussi des études de prof, donc j'ai aussi un diplôme de prof à côté. Enfin voilà, donc je pense, voilà, c'est cette éducation, et pour ça je lui en
Je lui en serai reconnaissante tout le reste de ma vie parce que c'était dur. Voilà, c'est pas une éducation facile. Mais en même temps, aujourd'hui, ça me permet d'avoir toutes ces casquettes, etc. Et j'arrive même encore à trouver du temps pour des amis et pour aider pour venir les autres. Ici, faire des petits trucs. Bah, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. Est-ce que tu penses que tu as acquis cette reconnaissance, cette maturité envers ta maman et son éducation en grandissant, genre avec le recul, une fois que toi, tu es devenue maman, une fois que toi... Est-ce que c'est là que tu te rends compte de tous les bienfaits des parents? Exactement. Au moment même, c'est comme quand certains jeunes apprennent une nouvelle ou sont face à une situation, ils n'ont pas le recul nécessaire que pour se dire, pour analyser la situation et de se dire, en fait, finalement, derrière ce mal que moi je perçois comme un mal, parce que chacun peut le percevoir comme il veut, que je perçois comme un mal, en vérité, il y a un bien. Plus jeune, non, parce que je voyais les autres et je me disais pourquoi les autres et pourquoi pas moi. Et il a fallu, oui, que je devienne maman et que, en fait, cette remarque me revienne souvent. Comment tu arrives à... Parfois, ça m'a même causé du tort, de pouvoir jongler entre plusieurs casquettes, etc. Dans des boulots, par exemple, parce que j'arrive dans un boulot, et ça, c'est en général, et c'est comme ça que j'ai pu évoluer vers là où je suis aujourd'hui. J'arrive, on me dit, voilà, aujourd'hui, je sais pas moi, tu es business analyst. Et en fait, à la fin du projet, je suis business analyst, je suis project manager, je suis test manager, je suis change manager, tout, etc. En fait. Parce que là où je vois qu'il y a un besoin, j'y vais et j'ai pas cette patience d'attendre, de voir, de demander, etc. Ouais, je me dis, proactif, quoi. Voilà, j'ai un objectif, j'ai un délivrable, je vais tout faire pour, je vais apprendre tout. Et d'ailleurs ça, et alors c'est fou parce que j'arrive à faire des liens entre tout. Tout ça aussi, je ne le voyais pas à ce moment-là comme un bénéfice. Et tout ça a fait qu'aujourd'hui BeFox existe parce que BeFox, quand je le dis, les gens sont aussi assez surpris. Je l'ai fait toute seule, que ce soit l'aspect juridique, que ce soit le développement, que ce soit le graphisme, que ce soit... J'ai juste fait appel à... J'ai une petite équipe qui travaille avec moi au Maroc, à une équipe pour faire l'exécution à proprement dit, mais j'ai tout fait de A à Z, vraiment. Et on me dit, mais comment tu fais pour, par exemple, écrire mes règles, les règles générales sur la protection des données à caractère privé sur le site internet, les cookies, c'est tous ces boulots, le fait d'avoir plusieurs casquettes, le fait de pouvoir jongler, etc., qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu créer BeFox et que je peux gérer encore... C'est la consécration, quoi. Tu as pu tout concrétiser. Tous les à côté. Et donc, effectivement, c'est les expériences de la vie, la maturité, etc., qui fait qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'était finalement un bienfait, même si plus jeune, c'était compliqué. Oui. Il y a un truc qui me marque dans ton discours, c'est que j'ai l'impression que tu fais beaucoup référence à la notion de destin. Oui. En mode, il y a des choses que tu vois pas le bien forcément et qu'après tu te rends compte que c'était un bien. Oui. Ou qu'une chose t'a permis d'arriver à une autre chose. Donc, est-ce que tu crois au destin déjà? Bien sûr. Je pense que d'une certaine façon, j'y ai toujours cru, mais je l'ai nié jusque-là parce qu'avant, j'avais tendance à, quand il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas bien ou qui était compliqué, etc., à forcer la chose. En me disant, non, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux obtenir parce que je pense que c'est quelque chose qui est bon pour moi. Sauf que petit à petit, après des lectures, etc., je me suis rendu compte que ces situations-là me rendaient malade et que ça ne servait à rien de me rendre malade parce que, in fine, tout est écrit, tout est prévu, etc. Et quand j'ai lâché prise et que je me suis, fiée à mon destin, en fait, je me suis rendu compte que toutes les choses sur lesquelles je me suis acharnée, je me suis entêtée à vouloir continuer, etc., en fait, c'était des choses qui n'étaient pas bonnes pour moi parce que derrière, il y avait un bien qui m'attendait encore mieux que ce que j'avais aujourd'hui. Et quand on prend les choses comme ça, on a tendance à être plus zen, plus relax, de dire, voilà. Mais après, il ne faut pas se dire, de toute façon, mon destin, il est fait. Je vais dormir et j'attends. Mes orteils en éventail et j'attends que... Non, comme on dit, il y a effectivement le destin. Et en arabe, on dit ça le sabab. Il faut aussi un petit peu provoquer ce destin. Donc, voilà, ça passe par le travail. Il n'y a rien à faire. Le travail, l'endurance, tenir sur le long terme. Parce qu'on me dit souvent que je suis très intelligente. En tout cas, les gens me perçoivent comme quelqu'un de très intelligente d'un point de vue technique. Je ne parle pas d'intelligence émotionnelle. Mais... Et en fait, je dis souvent, non, je ne suis pas intelligente. Moi, quelqu'un intelligent, Einstein, c'est quelqu'un qui me sait me faire une formule, me la comprendre, etc. Et moi, je ne me trouve pas intelligente. Par contre, là où je suis certaine, c'est que je suis quelqu'un d'endurant. Je lâche rien. Parce que, par exemple, BeFox, ça fait depuis 2017 que j'y travaille. On est en production depuis peu de temps. La sauce ne prend pas encore beaucoup en Belgique, mais je ne lâche pas. Je continue. Là où à côté, j'ai des amis qui ont fait des projets à des centaines de milliers, voire des millions d'euros.
et qui, parce que la sauce n'a pas pris, ils ont lâché. Voilà. Et moi, je me dis, si ça prend pas maintenant, c'est que c'est pas le bon moment. À un moment donné, et si on prend toutes les histoires comme Airbnb, c'est ça, hein. PayPal, etc., ou Amazon, etc., on se rend bien compte que pendant des années, ça n'a pas marché. D'ailleurs, Airbnb, j'ai lu récemment que ça fait même pas quelques années qu'ils sont en bénéfice. Ils étaient en milliards de pertes. Et pourtant, on le voit comme une licorne, comme une société qui brille, etc. Et en fait, pas du tout. Donc, c'est que pour chaque chose, il y a un moment où ça va briller, où ça va... Il faut être patient. Ouais. Et c'est comment que tu sais... parce que comme tu disais, il y a la notion de destin, tu vois. Ouais. Tu sais que c'est le bon vouloir d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, tu sais qu'il y a cette dure frontière. Donc, elle est où la frontière entre je continue, je persévère et ah non, c'est pas mon destin, j'arrête, je passe à autre chose. C'est dur un peu de doser. C'est très dur. Et ça, j'ai pas la recette, j'ai pas la formule magique, je dirais, parce que si je prends par exemple de nouveau ma société Bifox, plein de fois je me suis dit peut-être que en fait Faiza, tu t'acharnes et que c'est pas, même si tu y crois au plus profond de toi, c'est peut-être pas pour toi en fait. Et abandonner, je trouve que c'est encore plus dur que de continuer. Et donc, pour l'instant, je tiens encore parce que maintenant, je crois en l'idée que ça va se développer plus au niveau international. Donc là, on est en train de travailler pour le lancement officiel au Maroc. On est en train de travailler sur la communication. On est en train de faire nos petites vidéos en Darija, etc. Donc ça, c'est génial. J'adore, je m'éclate. D'ailleurs, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est la création, c'est si. Une fois que ça sera opérationnel, je ne sais pas si je voudrais le garder. Mais voilà, c'est ça, exactement. Mais j'aime bien ce côté-là et tout. Et donc, c'est cette motivation-là qui me fait que ça continue. Parce qu'ici, en Belgique, la sauce a du mal à prendre. Je t'expliquerai peut-être sur le temps. C'est un marché très compliqué en Belgique, voilà. Et du coup, voilà, je tiens. Mais abandonner, je trouve que c'est beaucoup plus difficile que... C'est dur, hein. C'est dur. C'est accepter cet échec. Ouais. Et c'est vraiment dur de s'en relever. Oui, exactement. Et je dis beaucoup cette phrase, hein, mais c'est parce que c'est vrai. Mais dans ton discours, il y a encore un truc qui me frappe. C'est que, tu vois, je m'intéresse beaucoup au concept d'ikigai, tu vois. Si tu vois ce que c'est, l'ikigai, c'est l'équilibre parfait pour pouvoir atteindre le bonheur. Oui. Et donc, c'est un mix parfait entre ce en quoi tu es bon, quelque chose qui est bon pour la planète, pour la société, quelque chose pour lequel tu peux être payé, et quelque chose que tu aimes. Oui. Et j'ai l'impression, à travers ce que tu fais, tu essayes de trouver justement ces différents trucs. Un truc pour lequel tu es bien et tu es payé pour, un truc que tu penses qui fait avancer la société, un autre truc que tu aimes vraiment. Ouais. Et j'ai l'impression que tu vas chercher un peu cet équilibre partout à travers tes projets. C'est un peu... Oui, mais c'est ça. Je ne connaissais pas ce concept-là. Mais c'est vraiment ça, parce que j'essaie de trouver un équilibre, comme tu dis, d'avoir un métier qui me ramène de quoi manger et de quoi m'occuper de ma famille. Voilà, ça reste important. J'essaie de trouver une autre activité qui combine les deux, et le plaisir, etc. Mais en fait, tout ça, je le fais pour un objectif. Je dis souvent que j'ai plusieurs objectifs. Là, maintenant, si on devait prendre l'alphabet, je suis à E ou à F. Et en fait, moi, mon objectif, c'est le Z. Et le Z, c'est quoi? Moi, c'est l'associatif. T'aimerais à terme... Voilà. Moi, mon plus grand rêve, c'est de pouvoir me consacrer, d'avoir cette liberté financière, de pouvoir me consacrer entièrement aux orphelins. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demande pas pourquoi, c'est une cause qui me tient à cœur. Ça depuis toujours. Et mon rêve, c'est de pouvoir m'occuper des orphelins à travers le monde et pouvoir leur donner... alors là, il faudrait que tu m'arrêtes à un moment donné, parce que je crois que je peux partir pendant des heures. En fait, je reste persuadée que tout enfant n'a pas forcément besoin d'avoir des parents, parce qu'il y a des enfants qui ont malheureusement pas eu la chance d'avoir des parents présents, ou etc., et qui malgré tout, en ayant des parents, ont mal tourné, etc. Et je me dis, c'est pas ça dont un enfant a besoin. L'enfant, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un cadre. Il a besoin d'un cadre, il a besoin d'une sécurité, il a besoin d'une éducation, il a besoin... Et ça, je me dis, c'est pas forcément des parents qui vont le lui apporter. C'est tout un système organisé autour de cet enfant qui comprend de l'éducation, de l'accompagnement, de la sécurité affective et des choses comme ça. Et donc, moi, mon plus grand rêve, effectivement, c'est de pouvoir accompagner des orphelins, leur offrir une structure et qui sait en faire les leaders de demain, quoi. Je veux pas que ça soit un handicap, que ce soit... Et aujourd'hui, je le fais à ma petite échelle. Voilà, j'aime pas trop en parler parce que chez nous, on dit souvent que ce que tu donnes, quand tu donnes de la main droite, même ta main gauche, elle doit pas le savoir. Donc voilà. Ouais, que tu me disais, justement,
t'aimes pas trop en parler, tout ça, mais pourquoi t'as cette volonté d'aider l'orphelin? Genre, je me mets à ta place, t'as un bon cadre de vie, t'as des enfants, t'as un mari, t'as un bon travail, t'as de l'argent, t'as de quoi vivre, tu vois. Pourquoi vouloir t'engager? Tu pourrais te dire, bon, je ma vie, je m'en fous des autres, tu vois, je fais ma vie. C'est cette fichue culpabilité. Je l'ai pour beaucoup de choses. Cette fichue culpabilité de me dire, de nouveau, pourquoi moi et pas les autres? Et je ne peux pas accepter de vivre bien comme ça sans consacrer du temps à ceux qui n'ont pas cette chance et des choses comme ça. Ici, j'ai aidé des gens qui étaient vraiment dans le besoin, mais j'ai aidé aussi, je te prends un exemple, des étudiants. En fait, à un moment donné, comme j'estimais que je gagnais bien ma vie, que je savais payer mes factures, je savais me faire plaisir de temps en temps, mais en fait, les étudiants, je ne les faisais plus payer. Donc, je les accompagnais pour leurs études. J'ai eu des étudiants dyslexiques qui n'arrivaient pas à passer certains examens. Enfin, voilà. Et je les ai aidés, etc. Et je leur disais, souhaitez-moi juste du bien. Et moi, c'est bon. Et en fait, rien que le fait qu'à la fin, ils me disaient, Faiza, on a réussi. Merci, on t'est reconnaissant. Bah, ce merci, il vaut tous les salaires du monde. Il vaut tout. Ça me nourrit, en fait. Sur le long terme, c'est ce qui me fait tenir, quoi. T'estimais que t'es bien avec tout ce que t'attendais d'eux, c'est de la reconnaissance, quoi. Ouais. Tu te dis merci. Ouais. Et ça, super. c'est justement une thématique, parce que tu parlais tout à l'heure des valeurs et des thèmes qui touchent tout le monde. Et ça, la reconnaissance, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Que ce soit au boulot, que ce soit au niveau familial, etc. En fait, quand tu écoutes, même quand j'écoute des collègues en interne, chez le client où je suis maintenant, ou dans mes précédents jobs, hein, quand tu les écoutais, ils se plaignaient pas forcément d'être mal payés éventuellement ou autre. Ils disaient tout le temps, on n'a pas de reconnaissance. Juste un merci, ça changerait la donne. Ouais. Et effectivement, moi, avec mon équipe, donc j'ai plus ou moins entre 5 et 7 personnes qui travaillent pour moi de façon permanente. Et si je vous dis ça, ça va vous surprendre, j'ai quasi 3 personnes dans l'équipe qui ne veulent plus que je les paye, qui travaillent aujourd'hui gratuitement pour moi. C'est incroyable, ça. Mais c'est dingue, même moi, je n'y crois pas. Donc, depuis que j'ai accouché, au départ, ils m'ont dit, on te fait cadeau de notre salaire pour la naissance. Et après, ils m'ont dit, écoute, on croit en ton projet, on croit en toi. Pour l'instant, on ne veut plus que tu nous payes. Le jour où ta société sera une licorne, à ce moment-là, et moi je leur dis, vous inquiétez pas, vous serez, pour moi, sans vous, on n'y serait pas, quoi. Ouais, donc c'est juste cette façon de, entre guillemets, je veux dire, de traiter, ou même pas de traiter, moi je dis que je collabore. J'aime pas dire que j'ai des gens, voilà, je travaille avec eux. Le fait de collaborer avec eux et de leur dire mais merci, et en plus c'est sincère, c'est merci, sans vous j'y serais pas. Les moments où j'étais down, c'est eux qui m'ont récupéré, qui m'ont repêché. Le fait qu'ils me disent on croit en ton projet, le fait de leur dire merci, de leur faire de petites intentions. Quand j'allais les voir au Maroc, tiens, je sais que t'aimes bien ça, je pense. Eh ben rien que ça. Et en plus ils sont d'une productivité. Si je leur dis voilà, le site, il n'y a pas longtemps le site était down, ils y ont passé la nuit, quoi. Et rien, je leur ai dit, au moins je vous défrais, non, on veut rien. Et ça, dans le milieu de l'emploi, dans le milieu familial, parfois les gens ont du mal à percuter. Qu'en fait, tout ce qu'on veut, c'est simplement un merci, ou sans toi, j'y serais pas arrivée, sans toi. Et ça vaut tout l'or du monde, et ça vaut tout le... Mais d'où ça devient, du coup, toi, cette volonté de bien traiter et tout? Parce que tu pourrais dire, bah, tu sais quoi, moi je paye une prestation, je fais ma prestation et ça s'arrête là, tu vois. Ouais, j'arrive. Pourquoi cette envie de toujours aller chercher plus loin, tu vois? Je pense que c'est mon hypersensibilité. En tout cas, c'est ce que mon psychothérapeute m'a dit quand j'ai fait mes séances, c'est cette hypersensibilité. Il m'a expliqué qu'on a tendance, les hypersensibles et les HP, à pousser la réflexion au plus profond, au maximum, etc. Et c'est ce qui fait qu'on a tendance à vouloir... toujours pousser et aller... En fait, je sais plus, c'était pas la question. Bah genre, ouais, parce que tu pourrais juste garder des relations formelles, tu vois. Et souvent, ce qu'on dit aussi, c'est quand ça devient un peu trop informel, souvent les gens, ils ont tendance à se lâcher avec toi. Ils se disent, bah allez, ça va, tu vois. On la connaît, nanana, tu vois. Ça, c'est vrai. Je me suis autant j'ai des gens qui savent apprécier ça et qui me sont reconnaissants et qui sont devenus des amis et des choses comme ça, autant je crois que je suis la personne qui s'est pris le plus de claques et de déceptions dans la vie. Oui, j'imagine. Parce que j'ai ce côté, effectivement, à pousser, à dépasser le côté formel, mais parce que j'ai vraiment ce truc de ressentir ce que les autres
ressentent, ce qu'ils ont besoin, au point où je me souviens, quand je faisais mes interviews pour des boulots, etc., j'arrivais à finir la phrase ou à anticiper ce que... Et plusieurs fois, on m'a fait la remarque. Et souvent, quand je demandais, tiens, pourquoi vous m'avez pris par rapport à un autre, ils me disaient, tu nous as compris, tu finissais nos phrases, Et je ne sais pas d'où ça me vient. Est-ce que c'est... De nouveau, le psychothérapeute lui dit que c'est un pouvoir magique des ADHP, on est des super-héros, on a cette capacité à pouvoir... Et c'est en même temps cette hypersensibilité qui me bouffe, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas m'empêcher d'être impactée par tous ces stimuli, par tous ces émotions, par tous ces... Et alors, parfois, les gens prennent l'habitude que Faiza est toujours disponible, est toujours là pour aider, etc. Et le jour où Faiza n'est pas là pour aider, et c'est pas intentionnel, c'est pas l'idée de... le jour où elle n'est pas là pour aider... je me prends une grande claque, quoi. Ouais, c'est de la colère que j'ai en retour, c'est de la méchanceté parfois, vraiment. Et ça m'a beaucoup affectée et jusqu'à peu. Et maintenant, je travaille là-dessus pour me détacher et de me dire, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai rien à me reprocher. Mon intention, elle était toujours bonne. Maintenant, voilà, ça peut pas être accueilli, etc. C'est pas grave. Next. Ouais, non, Next. Il y a tellement de gens qui ont vraiment besoin d'aide et qui ont vraiment besoin... Donner cette énergie aux bonnes personnes. Voilà, exactement. Et ne plus... Et ça commence par ma famille, mes enfants et mon mari. Okay. Parce que cette hypersensibilité pousse parfois à faire passer les autres avant sa propre famille, même soi-même, quoi. Et du coup, tu me parles de ta famille. Si j'ai bien compris, tu es issue d'une famille nombreuse. Du coup, tu as une belle petite famille, là, une belle petite ribambelle d'enfants. Comment tu gères un peu ta vie de famille avec tous tes projets, avec tes enfants, ils disent pas « Maman, on te voit jamais à la maison ». Alors, avant le Covid, il y a le avant Covid et après Covid. Avant le Covid, effectivement, ça arrivait souvent que parfois pendant 2-3 jours, je ne voyais pas mes enfants. Parce que je rentrais très très tard et eux étaient déjà au lit. Et le matin, moi je partais plus tard, eux étaient déjà partis, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu un avant Covid. Puis il y a eu le Covid. Et en fait, le Covid m'a un peu sauvée. Ça a tout stoppé. Ça a tout stoppé. Et j'ai cette chance, depuis le Covid, de continuer à travailler quasi full-time en télétravail. Ce qui fait que le fait d'être en télétravail, je m'occupe d'eux. Par exemple, on les dépose à l'école. Le matin, ils me voient. À midi, je prépare déjà le repas du soir. Quand ils rentrent de l'école, je prends le temps de les voir. S'ils ont des activités, je les dépose, etc. Alors qu'avant, il fallait aller au boulot. Le temps de rentrer, il était déjà 19h. Les activités étaient déjà finies, etc. Donc, il y a eu ça qui m'a un petit peu sauvée. Il y a à côté de ça, j'ai un mari qui m'aide énormément. C'est kiff-kiff, voilà, il n'y a pas de différence, etc. Il s'occupe tout autant des enfants que moi. Et alors, il y a une autre chose, c'est que je me suis dit, j'ai été capable de grandir sans être assistée par mes parents. Donc mes parents n'ont jamais regardé mon genre de classe, n'ont jamais... Et pourtant, pendant de nombreuses années, j'étais première de classe. Et je me suis dit, si moi je peux le faire, en fait tout le monde peut le faire. Et j'ai vu des enfants et des étudiants, des élèves que j'ai accompagnés devenir un petit peu des assistés parce qu'ils attendaient que j'arrive pour faire les devoirs, etc. Et ils disaient que c'était compliqué. Et tout d'un coup, c'était plus facile quand j'arrivais, etc. Ouais. Et je me suis dit, hors de question. Pourtant, tout le monde me disait, ouais, tes enfants, ils auront de la chance, t'es prof, t'es ci, t'es ça, tu vas pouvoir les aider, etc. À l'heure d'aujourd'hui, je peux te dire que je n'ai jamais fait de devoirs, de leçons. J'ai jamais ouvert le journal de classe de mes enfants, sauf si c'est eux qui me le ramènent. J'ai essayé de leur apprendre à être débrouillards et indépendants. Et en fait, ils se sont mis tout seuls cette pression de vouloir... Parce que je ne leur mets pas une pression non plus par rapport à l'école, etc. Parce que, voilà, l'école, c'est bien, mais j'y crois pas non plus à 100%. C'est pas parce qu'on n'a pas été à l'école là, qu'on peut pas... Et je me dis, le fait de les avoir un peu habitués à se débrouiller tout seuls, etc., moi, ça m'a enlevé d'une épine du pied. J'ai pas les devoirs en rentrant, j'ai pas les crises de nerfs, j'ai pas les soutiens scolaires, j'ai pas les logopèdes, j'ai pas les... Mais après, ça aurait pu ne pas marcher, hein. Ça marchera peut-être pas avec la troisième, mais ça a marché avec les deux grands. Ouais, du coup, mais ça m'enlève une épine du pied.
Non, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, j'étais dans le même cas de figure. Genre, mes parents, ils n'ont jamais été derrière moi, ils m'ont jamais ouvert un journal de classe. Donc, c'est possible. Donc, je me suis toujours débrouillé tout seul. Ouais. Je te conseille de faire ça avec tes enfants. Je te jure que c'est vrai. Je te promets. Ne parle pas de devoirs. Va faire tes on te devoirs. conseille pour des petites filles aussi. Je te promets que ça marche. Après, voilà, ça arrive qu'il y a des enfants Après, qui ont ça des dépend difficultés. des profils des enfants. Voilà, c'est ça. Parce que moi, j'ai accompagné des gens dyslexiques, des gens hyperactifs, des gens avec des troubles mentaux, etc. Là, c'est autre chose. C'est pas la même chose. le caractère de l'enfant aussi. Voilà, c'est ça, exactement. Mais après, si vous avez un enfant qui n'a aucun handicap, aucune lacune, etc., testez, honnêtement. Ouais, c'est vrai. D'où pourquoi j'arrive à gérer. Je me mets, parce que souvent, regarde, t'es d'origine marocaine, tu vois, t'as grandi en Belgique. Donc, on a tous les deux un peu cette double culture, tu vois. On est entre tradition et modernité, comme on dit toujours. On a nos convictions, musulmans et tout. Et toi, en plus de ça, t'es une femme. Ouais. On va pas dire que c'est des handicaps qui s'accumulent. Non, mais est-ce que ça a été difficile dans ton parcours, oui, le fait d'être à la fois marocaine, musulmane et en plus une femme? Oui. Effectivement, ça n'a jamais été frappant dès le début. J'ai souvent, quand j'ai travaillé dans des sociétés parastatales, dont une partie étatique appartient à l'État belge, donc ce sont des sociétés où il y a effectivement principalement des belgo-belges. Mmh. Et donc j'étais souvent la première. Comme dans certaines écoles où j'ai été dans des écoles catholiques principalement, j'ai toujours été la première ou la seule. Et au début, c'est pas frappant. Et puis, petit à petit, les gens, quand ils voient qu'on est sympa, qu'on enlève la barrière, etc., là, les a priori, Et ça, je ne parle pas de femmes, je parle plutôt par rapport à mes origines. Et quand bien même, je dirais que dire qu'on est d'origine... Je ne sais pas si tu sais ça, mais dire qu'on est d'origine marocaine n'est pas juste. Ah ouais? Ouais. Moi aussi, j'étais surpris. J'ai discuté avec un sociologue par rapport à ça. En fait, les origines, c'est là où tu es né. Et où est-ce qu'on est né? On est né en Belgique. En fait, ce sont les origines de nos parents qui sont marocaines. Okay. Parce que nous, on n'a rien connu d'autre qu'ici, quoi. Donc oui, on a du sang, on a nos ancêtres, on a etc. et tout. Mais j'ai appris que c'était pas comme... j'ai eu une discussion récemment avec un de mes clients. Et ce client-là, en fait, c'était le fils d'un ancien ministre. Okay. Donc il a grandi dans la politique, etc. et tout. Et il m'a sorti une phrase qu'on m'a souvent sortie, parce qu'on me dit souvent, tiens, t'es pas comme les autres, tu ne parles pas comme eux, Et moi, ça m'a toujours un petit peu, mais comment ça, comme les autres, comment... Et il parle de gens qui sont aussi nés ici et qui ont grandi ici, etc. Toi, t'es intégré. Ah ouais, ça mais j'ai horreur de ce mot. Et là, je discute avec ce client, j'arrivais en fin de mission, etc. On était en terrasse, on discutait, et il me dit, oui, mais de nouveau, toi, t'es pas comme les autres, il en faudrait plus des comme toi, t'es bien intégré. Et je lui dis, mais s'il te plaît, comment en tant que fils de ministre, sachant que c'est pas un jeune, hein, c'est pas un tout jeune, c'est un papa, père de famille, etc. Je dis, comment tu peux tenir un discours pareil? Et ça me touche aussi tout autant parce que par rapport à mon histoire et des attentats et autres, on en reviendra plus tard, je lui dis, parce que quand tu parles d'intégration, pour moi, quand on dit quelqu'un est bien intégré, je prends le cas de l'Américain qui est venu vivre en Belgique ou le Syrien qui a fui son pays, qui est venu en Belgique et qui a appris soit le français, soit le néerlandais, soit a suivi des formations pour pouvoir avoir un job ici en Belgique, etc. Là, on peut parler d'intégration parce que la personne, elle est venue ici et elle a fait en sorte de s'acclimater, parler la langue, etc. Et je dis, mais comment tu peux me parler d'intégration? Puisque moi, je suis née ici. J'ai grandi, peut-être ça se trouve, j'ai fait les mêmes écoles, j'ai grandi. Et comment est-ce que tu veux que je le prenne? Et ça me touche tout le temps parce que par rapport aux attentats, donc avec mon époux, on était à l'aéroport de Zaventem quand ça a explosé. Donc le premier qui s'est fait exploser, je l'ai vu, à quelques mètres de moi, etc. Et après tout ça, je reviendrai sur cet événement. Après tout ça, c'est les questions des gens, c'est est-ce que tu leur en veux pas? Est-ce que si? Est-ce que ça? Etc. et tout. Oui, je leur en veux d'une certaine manière, etc. et tout. Mais il y a une partie de moi qui me disait, ces gamins, ils sont complètement perdus. Mmh. Parce que quand tu dis à un gamin, oui, t'es bien intégré, ou t'es pas intégré, etc. et tout, t'es pas un Belge, et quand lui, il va par exemple en Algérie ou au Maroc, si ses parents sont d'origine marocaine ou algérienne, et qu'il va là-bas et qu'il leur dit, et je pense que ça a été ton cas aussi, quand tu vas là-bas, on te traite d'étranger,
parce que tu parles mal le dialecte ou parce que tu te débrouilles pas et tout. Et qu'on vient ici, qu'on te dit alors que c'est le pays où tu es né, où tu as grandi, etc. Et on te dit aussi, t'es pas belge ou t'es pas intégré ou t'es pas. Mais comment tu veux que les gens ne se sentent pas perdus? On a tous besoin de ce sentiment d'appartenance. Je te parlais tout à l'heure de sécurité et de sécurité activity. On a tous besoin de faire partie d'un groupe, de valeurs et de choses comme ça. Si tu dis à des gamins comme ça, vous n'êtes pas intégrés. Moi maintenant, je suis passée au-dessus pour x raisons. Mes frères aussi ont pu passer au-dessus, etc. Voilà, on a tous pu bypasser ça, etc. et tout. Mais je comprends qu'il y a des gens qui sont plus faibles ou qui ont des moments de faiblesse qui ne peuvent pas passer au-dessus. Et alors, ces gens-là qui malheureusement... Et je ne peux pas les blâmer, hein. C'est des monstres, mais en même temps, il y a un groupe qui leur a tendu la main et qui leur a dit « Nous, on vous offre un avenir certain dans l'au-delà, venez à venir ». Voilà, ça n'excuse en rien, ça ne leur donne pas des circonstances atténuantes. Et comme j'ai dit, j'étais victime, on a souffert, on a eu des séquelles et on en a encore aujourd'hui. On ne peut pas pardonner ces gens-là, mais en même temps, comment est-ce que tu veux que... Pour toi, c'est pas pardon, mais c'est compréhensible. Voilà. Le raisonnement qui a amené à ça. C'est inadmissible, ça je pourrais jamais... c'est inadmissible, et surtout pour les gens qui ont perdu des proches et des choses comme ça. D'ailleurs, je fais partie de l'association qui s'appelle V-Europe, qui regroupe toutes les victimes des attentats, etc., dont le leader a perdu un membre de sa famille. C'est inadmissible, c'est horrible, on souhaite ça à personne, etc. et tout. Je pense que personne ne pardonnera aux personnes qui ont fait ça et autres. Mais en même temps, il faut aussi se mettre à la place de ces gens-là, quoi. Mmh. Et si on veut que ça ne se reproduise plus, etc., arrêtons d'exclure ces gens-là et de leur dire « vous n'êtes pas… Et ça, moi, à mon petit niveau, on va dire, je l'ai aussi ressenti. Je me souviens, un des premiers jobs où je bosse dans une boîte parastatale, je me fais embaucher et tout, ça se passe super bien. J'avais des super collègues, des super managers. Et de nouveau, c'est de la maladresse, hein. Premier discours de fin d'année, nouvel an. Et là, il y a le directeur qui fait le discours. Et il y avait une Tunisienne et la Marocaine, donc c'était moi, qui avait été engagée. Et on avait été présenté à ce directeur avant, il y avait le verre de bienvenue, etc. Et donc, ensuite, c'est la fête de fin d'année et discours. Et là, il sort une phrase que j'oublierai jamais. Et c'est la première fois que j'entendais ça. Cette année, nous avons engagé 2 personnes d'origine exotique. D'origine exotique. Exotique. Et moi, je savais pas qu'on pouvait nous attribuer Il aurait pu juste s'arrêter, voilà, on a engagé 2 nouveaux collègues, c'était parfait. Et alors tout le monde, waouh! Et moi, je regarde Ils sont tous dans le délire, quoi. Voilà, c'est ma faute, parce que si tu me vois, Rim, mais je lui parle de nous. C'est une blague. Enfin, voilà. Et alors, figurez-vous que quelques temps après, j'ai pas mal bougé dans cette boîte, j'ai appris que j'étais un projet pilote. Ah. Donc, voir si ça fonctionne. X-Men, on a trouvé des mutants, et voir. Si ça fonctionne avec cet arabe, voilà, je veux dire arabe, c'est peut-être pour les qualificatifs qu'on peut donner, cette marocaine ou autre. Si ça fonctionne avec elle, ça peut fonctionner. Et ils ont essayé. Je me souviens qu'ils ont engagé quelqu'un, ils sont venus chez moi, elle est comme toi, elle est ci, elle est ça. La fille, elle est arrivée, mais elle était pas comme... Et en plus, je me suis sentie vexée parce que même physiquement, tu vois, on était à 10 000 lieues, quoi. Et en fait, c'est au fur et à mesure qu'ils l'ont vu qu'en fait, elle n'était pas comme moi, tu vois. C'était quelqu'un qui avait besoin d'imposer ses croyances. Et si, moi, je suis un caméléon. J'arrive quelque part, je m'adapte, je prends l'exemple, voilà, je mange halal, il y a un buffet, il y a du cochon, il y a d'ici, il y a ça, etc. et tout. Je me tais. Je mange mes légumes, et c'est bon. Et ça a dérangé personne, et ça... Enfin, voilà. Ouais, pour toi, c'est personnel, la religion. Voilà. C'est personnel, j'ai pas imposé ça, c'est privé, etc. Et là, elle, c'était tout le contraire. Et donc, il me dit chez moi, ouais, elle s'est plainte parce qu'il y avait du jambon dans l'olive. Mais je dis, mais qu'elle la mange pas, cette olive. C'est juste pour vous donner un petit peu... Voilà, je pars un petit peu dans... Mais c'est fou. Voilà. Je pensais pas que ça existait vraiment, ce genre de schéma de pensée. De se dire qu'il y a des gens, vraiment, ils sont en mode... ils ont cru qu'ils étaient dans les Avengers. Ils ont introduit un nouveau super-héros, projet pilote, mais on va essayer de voir. Oui. Et j'ai eu... Alors, un autre truc, et je vais faire attention parce que je peux pas citer. Je veux bypasser le fait que... le RH n'a même pas pris la peine de m'envoyer le courrier pour me dire que je devais me présenter à telle heure. J'ai appelé la personne qui m'avait dit c'est bon, on t'engage, en lui disant c'est quand le premier jour. Il m'a dit c'est telle date. Et donc j'arrive déjà là et ils discutent, etc. et tout, et puis ils font l'appel et tout le monde part. Et moi je me retrouve là toute seule.
une demi-heure passe, puis il y a quelqu'un de l'accueil qui vient chez moi et qui me dit oui. Je dis bah écoutez, je commence aujourd'hui, je sais pas, nanani, nana. Vous travaillez pour quelle personne? Je dis le nom de la personne, il l'appelle, cette personne va me chercher. Qu'est-ce que tu fais là? Je dis bah j'attends, etc. et tout. Mais comment ça se fait que t'es pas parti avec eux? Je dis ils m'ont pas appelé. Il me dit t'as pas reçu le courrier? Je dis mais non, j'ai pas reçu le courrier. Et il y a pas de. Et en fait après on a appris qu'il y avait une personne au niveau RH qui ne voulait pas parce que de discrimination, etc. Faut dire qu'elle était raciste. Voilà. J'aime pas dire. Non, il faut dire des termes au bout d'un moment. Elle ne voulait pas. Parce qu'on l'a croisée quelques jours après. Et mon responsable, qui était extraordinaire, j'avais une équipe extraordinaire, des gens extraordinaires, m'a dit elle est partie. Elle ne s'est pas justifiée. Moi, à ce moment-là, je ne percute pas. Je ne me dis pas qu'il y a un truc qui est. Premier jour, deuxième jour, je vais à la cantine. On va à la cantine, je descends. Et là, je vois en fait que tous les rebeux et les noirs, ils sont où? En cuisine. Et là, j'arrive, il y en a un premier qui arrive, je crois que c'était un Marocain, et il me dit « Ah, ça fait plaisir !» Je dis « Comment ça fait plaisir ?» Il me dit « T'es marocaine ?» Je dis « Oui, pourquoi ?» Il me dit « On n'a pas ici !» Il me dit « Tu travailles où ?» Et alors je dis « Voilà, je travaille à tel endroit et tout. Oh, » C'est bien. C'est bien et tout. J'étais là, chez moi. Il était fier. Ah oui, il était super fier. Et effectivement, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, mais où sont les Arabes? Où sont les Noirs? Où sont même les Asiatiques? Tu vois, c'était vraiment... Ouais. Et voilà, et j'ai eu plein de... Et je vais encore prendre un autre exemple. C'est quelques mois après, et on fait un petit déjeuner. Mon responsable me dit, oh, j'ai trop envie de goûter du thé, nanani, nanan. Et encore mieux, ce serait bien que tu nous le fasses, etc. Là, ça va être un peu choquant. J'arrive, je fais mon thé, etc. Et là, les remarques. C'est le début du djihadisme. Et quoi, la prochaine fois, tu vas nous ramener ton tapis de prière. Et normalement... Et là, tu vois l'ignorance. Ça se sert pas avec un foulard. Je dis, mais... S'il vous plaît, quoi. Tu te dis le niveau, quoi. Et tu te dis, c'est tellement ridicule, c'est tellement blessant, même. Mais je veux même pas réagir. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Je dis, mais à ce moment, tu peux pas en voir, tu dis juste qu'ils sont stupides en fait. Oui, mais c'est ce que je me dis. Pour moi, c'est de l'ignorance. Ça reste de l'ignorance. De nouveau, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'initiative que vous faites ici avec le podcast, de montrer que finalement, on est tous identiques, si on a tous les mêmes valeurs, etc., qu'on n'est pas plus différents. Il faut juste apprendre à nous connaître les uns les autres. Ben là, c'est vraiment ça, quoi. Je me suis dit, c'est complètement... Mais c'était, toi, on t'adore, hein, mais t'es pas comme les autres. Mais ça, c'est une phrase que j'ai jamais compris, toi, t'es pas comme les autres, toi, t'es intégré. J'ai envie de leur dire, les gars, viens à la maison, tu vas voir mes parents qui sont en train de supporter le match de la Belgique et de crier. Mais oui, moi, c'est dans mon cœur. Il n'y a rien, en fait. Je sais pas, c'est quoi la phrase intégré? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois bien parler français, que je dois m'exprimer d'une certaine façon, me tenir d'une certaine façon, m'habiller. De toute façon, on est tous intégrés. À partir du moment où on habite ici... On est nés ici. Oui. On peut pas... voilà, on a... Et il y a aussi autre chose qui... Pour moi, explique aussi que parfois, il y a des jeunes d'origine autre que belge, on va dire, qui tournent mal aussi. C'est que on a souvent besoin de trouver un sens à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend, etc. Et que ce soit nos parents ou nos grands-parents, quand ils sont arrivés en Belgique, ils sont venus avec un objectif, travailler pour pouvoir nourrir leur famille, nourrir, etc., leurs enfants, etc. et tout. Mais avec un objectif de pouvoir retourner au pays. Puis finalement, ils se sont dit, on n'est pas si mal ici, voilà, sécurité sociale, nos enfants vont pouvoir suivre des bonnes études, donc on est né ici. Nous, on est né, on n'a pas eu le choix. Voilà, on n'a pas eu le choix. Oui, on est né ici en pensant qu'on était comme les autres, mais en grandissant, soit la couleur de notre peau, soit nos cheveux, soit notre religion, notre culture a fait que finalement, on n'est pas tout à fait comme les autres. Parce qu'on a ci, on a ça, quand on rentre à la maison, qu'on claque la porte, c'est un autre monde et autres. Et donc, il faut qu'on trouve notre sens, en fait. Il faut qu'on trouve un sens à notre vie en nous disant, OK, on est né ici, nos parents, eux, l'objectif, c'était de pouvoir retourner et tout. Nous, on n'a pas le choix, c'est quoi le sens de notre vie, quoi? On est là pour faire quoi, en fait? Et c'est simple, on est là pour vivre comme tout le monde, vivre bien, vivre heureux et... Voilà, il n'y a pas de... Mais tu soulèves un bon point, je trouve, c'est qu'au final, on est belge comme tous les autres belges. Par exemple, toi, tu t'es marié avec un belgo-belge, comme tu dis. Donc au final, c'est qu'on est tous les mêmes parce que
qu'on soit rebeu, blanc, noir, asiatique, peu importe, on a suivi les mêmes cursus, comme tu dis, on a été dans les mêmes écoles. J'ai rencontré mon mari à l'école, je commençais et finissais. Donc au final, on est les mêmes. Oui. Et c'est ces points communs-là qui font qu'à un moment donné, on se met en couple, ou on se lie d'amitié, ou autre, quoi. Mais ça, voilà, c'est parfois... je crois qu'il y a tout un travail à faire, et ça c'est bien, il y a des gens du quartier, comme la personne ici qui a demandé de prendre cette initiative, et qui essaye de faire bouger les choses. Et on m'a souvent dit, tu devrais parler, tu devrais te présenter en politique, tu devrais... Et j'ai tellement à faire, déjà, ne serait-ce qu'à mon niveau, etc. et tout, que je me dis que je pourrais pas supporter, peut-être plus tard, j'en sais rien, quand j'aurai un petit peu plus de temps ou autre. Mais voilà, je m'en sens pas capable. Et la politique aujourd'hui, telle qu'elle est ici en Belgique, j'aime pas trop parler de politique. Et la raison pour laquelle j'aime pas en parler de politique, parce que pour moi, la politique, c'est un courant, c'est une pensée, Et le problème ici en Belgique que je trouve, parce que je ne sais pas si vous avez, c'est toujours le même paysage politique. C'est les mêmes têtes, on a grandi avec eux, etc. Et le problème des politiciens aujourd'hui, c'est qu'ils en ont fait un métier. Alors que normalement, tu ne peux pas en faire un métier. C'est-à-dire que tu te présentes à un moment, dans un contexte particulier, avec des pensées particulières, avec des valeurs particulières, etc. Et puis quand tu as fait ton temps, hop, tu laisses la place aux autres, etc. Et tout. Et ici, j'ai l'impression que les gens en font leur métier et c'est... Voilà. J'y reste, quoi. Voilà, exactement. Parce que c'est une bonne position, etc. Ça me donne du pouvoir, ça me donne ci, ça. Et tout ça fait que c'est pas un endroit et c'est pas quelque part où je vais aller parce que j'ai pas l'impression que j'aurai vraiment de levier, que j'aurai vraiment d'impact. Bien sûr. Voilà. Ouais, non, donc, à mon petit niveau, si je peux faire des petites choses et faire avancer... C'est ce qu'on devrait tous essayer de faire. C'est un comme pour l'écologie, c'est qu'on essaie tous de faire des petites actions à notre niveau. Mais sinon, ce que j'allais dire, c'est dommage aussi que ce chemin de pensée, je ne sais pas ce que tu en penses, des gens qui disent « Oui, mais toi, tu n'es pas comme les autres ». Parce qu'au final... Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que tu aurais pu être... Je vais aller dans l'extrême exprès, mais voilé peut-être, ou... chauve totalement et rester la même personne. Au final, peu importe ce que tu arbores ou quoi, tu restes la même personne. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu n'es pas comme les autres. Une femme peut-être voilée aurait pu être à ta position, ou un barbu, ou une renois, ou une asiatique. Qu'est-ce que ça change au final ? Non, ça change rien. Et c'est ça qui me désole vraiment, c'est blessant. Oui, mais toi, tu es pas comme les autres. C'est comme si en fait on dénigrait tout le reste en disant toi, tu as réussi un peu à sortir du lot parce que tu es différente. Et ça montre cette fermeture d'esprit qu'au final, tu dois être comme eux, selon leur chemin de pensée, finalement, leurs critères à eux. Et que si tu ne rentres pas dans ces cases-là, tu es considéré comme les autres. Oui, c'est ça, exactement. C'est triste. C'est triste. Et j'ai eu encore, il n'y a pas très longtemps, quand j'ai acheté ma récente maison, l'agent immobilier, je l'avais déjà eu au téléphone 2-3 fois, etc. Et puis un jour, c'est mon mari qui l'a appelé. Et il s'est présenté et il lui a dit qu'il était mon époux. Et il lui a dit « Ah, c'est vous le mari de la Marocaine intégrée ». Mais les gens, ils ont quand même de l'audace de dire des choses comme ça. Oui, non, mais parce qu'ils se le permettent, parce qu'ils se disent « J'ai l'air un peu naïf, etc. » Parce que je ne pense pas qu'ils le diraient face à un grand barbu. Voilà, ils savent avec qui ils peuvent se permettre. Et surtout avec les femmes. C'est plus facile, parce qu'on est toujours vu comme une cible facile et on est sensible, etc. et tout, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais rassure-moi, dans le reste, dans la majorité des cas, tout se passe bien. Tu me dis que tu as des collègues d'origine différente, ça se passe toujours bien dans la majorité des cas. Non, ça se passe toujours bien, mais il y a toujours ce petit nuage qui, à un moment donné, apparaît. Et je le sais, à chaque fois, c'est... Ou alors, ça prend un petit peu de temps, et alors, à un moment donné, c'est... Ah, pourquoi ci ou pourquoi ça. Ou parfois, alors là, c'est dingue, il y a un de mes jobs où ça s'est très, très, très mal terminé. Ça aussi, c'est une histoire de fou. J'ai une manager qui me veut absolument. À la base, j'avais été pour faire de l'intérim et elle me dit « Je veux que tu travailles pour moi, consultante en recrutement ». Ça se passe super bien, au point où ça se passe tellement bien qu'elle me demande des choses que d'autres consultants ne faisaient pas, de l'accompagner en rendez-vous clientèle, etc., jusqu'à m'envoyer toute seule en rendez-vous clientèle. Et ça se passe tellement bien que même les clients essaient de me débaucher, de venir travailler pour eux, etc. et tout. Donc, je dis, c'est beau, Malheureusement, à un moment donné,
ça crée, sans que j'en ai conscience, ça crée de la compétition et de la jalousie d'une part d'une collègue, etc. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se servir d'un événement qui va arriver à ma responsable. Ma responsable, qu'est-ce qui se passe? Son fils qui est célibataire, sans enfant, etc., va se mettre avec une femme d'origine marocaine qui a des enfants et qui est divorcée. Elle ne va pas le supporter. Parce que son fils, qui est célibataire, qui est sans enfant, se retrouve du jour au lendemain avec des responsabilités, des enfants, une femme divorcée, tatati tata. Et en fait, qu'est-ce qu'elle va faire, cette collègue? Elle va prendre cet événement qui s'est passé, alors que, comme je te dis, ma manager... Dans un cadre privé et tout, alors que ma manager m'adore, ça se passe super bien et tout, pour lui dire, toutes les Marocaines sont des comme ça. Toutes les Marocaines sont des profiteuses. Regarde Faïza-ci, regarde Faïza-ça, regarde... Elle a réussi à trouver des choses comme ça, au point où ma manager n'a plus su me supporter. Ouais, je comprends. Mais ça, malheureusement, c'est la petite minorité. Tu vois, donc même ceux qui n'ont... Voilà, il suffit qu'il y ait un événement comme quand il y a eu les attentats. Il a suffi qu'il y ait eu cet événement-là pour que tout le monde pointe du doigt les musulmans et qu'on mette tout le monde dans le même sac. Alors qu'avant, ça se passait très très bien, il n'y avait aucun souci, etc. et tout. Il y avait peut-être parfois des tensions, des choses comme ça, mais il suffit parfois qu'il y ait un événement pour que... Et ça, les médias l'ont compris. Hein. Ouais, ils en jouent beaucoup. Oui, les médias nous manipulent. Dès qu'ils veulent nous mener vers quelque chose... entre guillemets, ils vont appuyer le doigt dessus. Il faut toujours qu'il y ait un bouc émissaire, qu'il y ait un méchant dans l'histoire, qu'il y ait etc. et tout. Et ça, ils s'en sont servis et ils savent. Donc ça peut arriver au plus petit niveau, comme ici, moi, à mon niveau, au niveau boulot. Ça se passe super bien, etc. On ne fait même pas le lien avec ma culture ou ma religion, etc. Et puis, il lui arrive un événement et il suffit qu'il y ait une personne mal intentionnée, hop, elle le saisit et ça se retourne contre moi. Et c'était comme ça. Dans d'autres boulots, j'ai eu aussi des collègues qui se sont fait cambrioler. Ils en déduisent que c'est éventuellement des Arabes, hein, ou parfois, c'est peut-être des Gitans ou des choses comme ça. Mais après, ils vont avoir la haine contre moi. Mais oh! J'y peux rien. Mais où va-t-on, quoi? Tu sais même pas si c'est... Ça se trouve, c'est des Belges. Ouais. Et on s'en fout des origines. C'est des mauvaises personnes, c'est tout. Il y en a partout, des mauvaises personnes. Mais alors, c'est facile, tu vois? Alors, on te regarde comme le... Ouais, comme tu dis, c'est le bouc émissaire. Mais tu nous as partagé des anecdotes qui t'ont un peu titillé, qui t'ont un peu révolté. Mais j'imagine que tu as aussi des belles anecdotes à partager. Des belles anecdotes? Multiculturelles, j'imagine. De belles expériences que tu as eues. Oui. Au niveau professionnel ou au niveau privé? Au niveau professionnel, par exemple. Au niveau professionnel, pas forcément lié à la culture ou des choses comme ça. Mais dans le cas inverse, tu vois, parce que tu nous parlais beaucoup des gens qui profitaient de la religion ou quoi. Mais peut-être tu as aussi des anecdotes dans l'autre sens. Oui, j'ai eu des amis qui justement avaient des a priori et des images, enfin une image bien précise, etc. et tout, qui m'ont dit, mais en fait, c'est pas comme ça du tout. Moi, on m'a toujours dit comme ça, ou mes parents m'ont toujours dit comme ça, etc. Donc oui, ça, j'en ai eu des tas. Ça, si, je crois même que j'en ai plus, mais on a tendance toujours à retenir le mauvais, alors que je crois que 90%, c'est quasi que du positif, quoi. Et ça se passe comment? Ces gens, ils ont des préjugés Oui, ils ont des préjugés. Ils ont grandi... j'avais une amie sicilienne où ils ont grandi en les Arabes, c'est les méchants, les ci, etc. et tout. Et en apprenant à me connaître, elle m'a dit, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Et en fait, les Siciliens, dans certains points, on est très proche de la culture marocaine aussi, quoi. Le côté macho pour certains, les ci, les ça. Et elle m'a fait, en fait, on n'est pas si différents que ça. Et alors, ça n'est suivi par des invitations l'un et l'autre. Nos enfants se connaissent, etc. Et ça fait... Et j'ai eu aussi une de mes meilleures amies. Elle est néerlandophone et catholique pratiquante, donc tous les dimanches, elle fait le prêche, etc. Enfin, je ne sais pas si on dit le prêche, mais en tout cas, elle fait va à la messe, quoi, tous les dimanches. Elle fait un discours, etc. Et quand je disais ça, les gens étaient surpris de dire, en plus d'être néerlandophone, donc il y a déjà cette différence au niveau de la langue, etc., d'être belge et d'être catholique pratiquante, comment vous pouvez? Et elle, quand c'est le ramadan, elle me souhaite encore maintenant, alors qu'on se voit un peu moins, bon ramadan. Moi, quand c'est le carême, je sais, j'ai lu ça, et ça se passe super bien. Quand ma fille est née, elle m'a demandé, alors que chez nous, on n'a pas tout ça, parrain, marraine, etc. Elle m'a demandé, est-ce que je peux être la marraine de mon fils, pardon.
de ton fils, etc. Et moi, je lui dis oui, pourquoi pas? Parce que moi, je le vois pas comme elle le voit. Elle le voit de manière plutôt religieuse. Donc, c'est quelqu'un qui est là quand un des deux parents ou les deux parents décèdent. C'est son nouveau tuteur, etc. Elle m'a dit, je veux juste être une marraine gâteau, quoi. Je veux juste être la tata gâteau pour les bons moments, etc. et tout, quoi. Et alors, quand je disais à mes collègues, oui, c'est la marraine de mon fils, les gens, ils étaient là, mais t'es pas musulmane, toi, ou t'es... Mais ça n'a rien à voir. Ça dépend de la signification que tu en prends et que tu... Voilà. Et c'est toutes ces petites histoires, oui, qui fait que il y a aussi du bon et il y a aussi des belles choses qui peuvent se... Oui, heureusement. Heureusement, c'est sûr. Que du mauvais. Non, c'est sûr et certain. Mais on a tendance, quand on me voit, à dire, celle-là, elle ne vit rien, ou elle a cette ouverture d'esprit, elle a ci, elle a ça. Oui, j'ai cette ouverture d'esprit, j'ai ça, mais j'ai des valeurs, il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas, voilà. Tu es à cheval et c'est Je suis à cheval, etc. Et pour autant, ça me permet de bien vivre avec les autres, de bien m'entendre, d'avoir des amis de toute religion, de toute culture, etc. Et j'avais aussi une collègue qui n'avait pas osé me dire qu'elle était juive. Elle avait peur de me dire qu'elle était juive. Je me dis, mais c'est... Et le jour où je l'ai su, je dis, mais pourquoi? Elle me dit, oui, mais parce que j'avais peur que ce soit mal vu, etc. Et je dis, on n'est pas en Israël ou en Palestine, enfin, ne mélange pas tout, quoi. Je veux pas te remettre sur toi le conflit israélo-palestinien, etc. Et je sais faire la part des choses, quoi. Et ça, les gens ne savent pas. Au Maroc, il y a une grande majorité de juifs orthodoxes, il y a une grande majorité de catholiques, etc. Et une grosse fraternité. Oui. Au niveau politique, il y a des juifs, il y a des musulmans, et ça se passe très très bien. Et quand je dis ça, les gens sont surpris, quoi. J'ai été avec une amie qui est aussi juive de confession. Je l'ai emmenée avec moi à un voyage professionnel à Marrakech. Et elle m'a dit, oui, je voudrais bien aller à la synagogue. Tu m'attends dehors, tu dois pas... Je dis, mais non, je t'accompagne. Je t'accompagne, moi aussi, j'ai jamais vu, je veux voir à quoi ça ressemble, etc. Enfin voilà, moi j'étais dans des écoles catholiques, j'ai appris la religion catholique, et justement je trouve que ça c'est bien de savoir qu'est-ce qu'il y a chez les autres, etc. Pour pouvoir comprendre et se rendre compte que par exemple dans l'Ancien Testament il y a beaucoup de similitudes avec le Coran, etc. Enfin voilà, et je lui dis, mais je t'accompagne et je regarde. Et quand je regardais, la moitié du personnel, c'était des Marocains musulmans qui travaillaient dans la synagogue, qui étaient occupés à cuisiner. Enfin, c'est génial. Enfin, ouais. Et vu comme ça. Et quand je dis qu'il y a beaucoup les gens sont surpris. Je dis, mais oui, parce qu'eux, ils associent arabe. Ça ne peut pas combiner avec... Sachant qu'il faut regarder la personne en tant qu'individu. Mais oui, c'est ça. Et si tu prends même des personnalités connues comme Gad Elmaleh, marocain, de confession juive, voilà. Après, voilà, on fait ce qu'il veut, on fait ce qu'on veut, etc. Tout le monde vit bien ensemble. Voilà, c'est ça. Tant qu'on n'empiète pas les uns sur les autres. Non, c'est tellement un beau petit message. Ça paraît tellement simple, mais c'est tellement difficile à mettre en application. C'est dur de s'ouvrir aux autres. Pour certains, ouais. Oui. Mais après, on a cette chance d'être en Belgique, qui favorise justement ce côté multiculturel, où tu t'ouvres les autres. Oui. Vas-y, attends, il y a tellement d'origines différentes, de cultures différentes, de religions différentes. Oui. Et du coup, comme tu disais, on a cette chance d'être né en Belgique. Du coup, ça nous a permis d'avoir cette ouverture d'esprit. Exactement. C'est pareil. Pour finir, je voulais simplement revenir. Tu voulais nous parler. Je sais pas, j'ai pas envie de qualifier de. Ouais, c'est un drame. Oui. Un drame. Tu as vécu les attentats, malheureusement. Oui. Et j'imagine, il n'y a pas que du négatif dans cette expérience-là. J'imagine, il y a aussi du positif. Quels sont les enseignements que tu as tirés de cet attentat? Genre, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie? Plein de choses. Au moment même, de nouveau, comme je te disais, quand tu vis la situation, tu n'as pas le recul nécessaire, tu n'as pas le... au moment même, j'ai plus été traversée par de la culpabilité parce qu'on a eu des séquelles légères. Voilà, moi, ce que j'ai gardé, c'est des acouphènes, une perte de l'audition gauche parce que la détonation... la deuxième détonation était sur ma gauche et donc j'ai eu ça. Au niveau physique, c'était plutôt... Mais au niveau psychologique, c'était beaucoup plus intense, etc. Et aussi, il y avait ce sentiment de culpabilité de se dire... Parce que moi, après la deuxième bombe, avec mon mari, on s'est caché et puis on s'est enfui. Et c'est de se dire, je ne suis pas restée pour aider les autres. Et pourquoi c'est les autres et pas moi? Malgré que voilà, je suis croyante. Et de me dire, c'était simplement pas mon heure, etc. Et j'ai fait un déni. Parce que je me disais, voilà, j'ai encore mes deux mains, j'ai encore mes deux pieds. Et dans notre culture, il y a beaucoup de...
t'es en vie, remercie le bon Dieu et passe à autre chose. L'aspect psychologique, émotionnel, c'est pas quelque chose dans lequel on a eu l'habitude de grandir. Est-ce que tu as déjà entendu parler de psychologue ou d'aller voir, ou de dépression ou de crise d'adolescence? Voilà, moi un jour j'ai voulu faire une crise d'adolescence, elle m'a dit allez là la fenêtre. Wow, c'est chou. Bah oui. Le choc, etc. Et donc tu te dis, ok, ils ont raison, il ne faut pas que je montre que je vais bien. Et je me souviens, j'ai pris que les congés qui me restaient et je suis retournée travailler, même pas 2 semaines après. Et là vient ce qu'on appelle après tout ce qui est stress post-traumatique. Et commencent les crises d'angoisse, les crises d'hyperventilation, les sensations qu'on va mourir. J'ai même eu un jour, j'ai entendu une détonation. C'était, je crois, le concert d'Ariana Grande, j'oublierai pas, à Manchester. Il y a eu aussi un attentat. Et je regardais la télé parce que j'étais devenue obsédée par l'actualité. Et j'entends cette détonation et sans m'en rendre compte, en fait, je me replonge au 22 mars 2016. Je suis persuadée que je suis là et que machin. Et là, je ne sais plus qui était là autour de moi, en train de me dire, mais non, t'es à la maison, t'es safe, tout va bien, etc. Et après, en allant à l'hôpital et autres, à un moment donné, on se dit, j'ai besoin d'aide, quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Et oui, il y a des médecins quand c'est un problème physique, mais il y a aussi des docteurs qui sont là parce qu'on peut être aussi malade au niveau psychologique. Et donc, j'ai accepté, malgré tous les a priori et tout ce qu'on me disait, d'aller voir une psychologue. Et la psychologue m'a suivie, et puis à un moment donné, elle m'a dit, écoute, là j'ai atteint mes limites, je ne peux plus rien faire pour toi, tu dois passer chez un psychiatre. Parce qu'un psychologue ne peut pas donner de traitement, etc. Et donc, chez le psychiatre, anxiolytique, somnifères pour m'aider à dormir, etc. Malgré ça, les crises d'angoisse, les crises de... Et en fait, ce qui a été de bien par rapport à ça, c'est que quand j'ai commencé à être suivie par des psychologues et psychothérapeutes et psychiatres et hypnothérapeutes, j'en ai fait pas mal, en fait, on se rend compte qu'il y a des problèmes beaucoup plus profonds. Et ils arrivent à mettre des mots sur des choses que je ne connaissais pas. Comme par exemple, c'est là que j'ai découvert que j'étais HP, hypersensible, etc. Et tout. Et donc, c'est de dire, voilà, oui, les attentats sont venus accentuer ça, etc. Mais ça, c'était déjà présent chez toi. Et donc, j'ai appris tout ça, j'ai fait un travail là-dessus, etc. aussi. Et alors, un autre enseignement que j'ai tiré de ça aussi, c'est de me dire, en fait, peu importe l'événement que quelqu'un va vivre, aussi petit que ce soit et aussi peu dramatique qu'il peut paraître vis-à-vis des autres, etc., on ne peut pas se permettre de juger ou de dire c'est la perception que chacun va en faire. Peut-être que quelqu'un, le fait d'avoir raté son année, c'est la fin du monde. Et quelqu'un qui a vécu les attentats, c'est la fin du monde, etc. Parce que souvent on entend certains quand ils disent, moi on m'avait dit par exemple, mais Faiza, ce que tu as vécu là, tout le monde le vit en Afghanistan, en Syrie, en Israël, Palestine, etc. C'est tous les jours qu'ils vivent sous les bombes, etc. Et toi, pour ça, tu te mets dans des appareils. Putain, mes cocottes, moi j'ai grandi, j'ai le cul dans le beurre, excuse-moi pour le mot. J'ai pas été habituée. Pour moi, c'est pas normal d'aller à l'aéroport, de faire mon check-in, de poser mes bagages, de me dire tiens, je vais me prendre un petit café au Starbucks, de revenir sur mes pas, de m'asseoir et de voir une explosion face à moi. C'est pas normal, j'ai pas grandi, j'ai pas eu ces schémas-là. Mais en même temps, je dis pas que c'est pire que les autres, mais moi, comment j'ai le vis, tu vois. Et ça, en fait, les gens... On a tendance à minimiser. On a tendance à minimiser. Et en fait, je me dis, maintenant, quand quelqu'un vient chez moi et me dit « Je suis au bout de ma vie, Faiza, parce que j'ai vécu ça, ou parce que mon homme m'a quittée, ou parce que, je sais pas moi, ma mère m'a reniée, ou parce que ci, ou parce que ça », je ne minimise pas, je lui dis, je comprends que tu es dans cet état-là. Et même parfois, les personnes ils me disent, mais punaise, toi, avec tout ce que tu as vécu, ou que ci, que ça, je dis non, mais ça, c'est propre à moi. Moi, j'ai su gérer, je gère plus ou moins, même si j'ai parfois mes downs. Parce que pour l'instant, on est en plein procès, je ne sais pas si tu sais. Le procès se tient dans les anciens locaux de l'OTAN. Et là, ils viennent passer les plaidoiries, donc on arrive tout doucement à la fin du procès. Le fait que le procès a duré presque... Enfin, le procès est arrivé ici il y a peu de temps, et ça fait presque 7 ans, depuis 2016, ça replonge, etc. Et voilà. Et puis j'ai encore dû passer chez des experts, j'ai dû aller de nouveau témoigner, etc. Parler aux avocats. Toutes les semaines, je reçois un résumé. Donc ça nous replonge. Oui, j'ai encore des choses à gérer, etc. et tout. Mais ça, voilà, c'est mon... Mais quand j'ai quelqu'un face à moi qui me dit qu'elle souffre
peu importe la raison pour laquelle elle souffre, je me dis, voilà, c'est sa perception des choses, je ne peux pas me permettre de juger. C'est pas... Et je dirais que voilà, en termes d'enseignement, c'est surtout ça. Et puis aussi, comme je te disais tout à l'heure, par rapport à pas excuser, pas accepter, mais d'une certaine manière comprendre, quoi. Et alors, quand on comprend plus ou moins, on n'est plus en colère. Parce que c'est cette colère, en fait, qui consume, qui m'a fait mes crises, etc. Et alors, aussi, ce qui est ressorti d'ici aussi, c'est que je me suis découvert une passion pour la boxe. Parce que quand, à un moment donné, j'en pouvais plus de prendre tous ces anxiolytiques, etc. Parce qu'en plus, en parallèle, je continuais à travailler, je lançais... Ça s'est passé, je finissais mon master, hein, donc je faisais le mémoire BIFOX, etc. Donc j'avais encore tous mes à côté et autres. Et je me suis dit, je peux pas continuer à être une plante comme ça. Et donc j'ai commencé à prendre des traitements naturels et on m'a conseillé d'aller voir un coach en développement personnel, chose que j'ai fait, et qui lui m'a aiguillée vers un coach de boxe, Yannick Bertens. D'ailleurs, s'il le regarde. Yannick Bertens qui m'a accompagnée. Et en fait, la boxe, ça m'a permis d'évacuer le stress, la colère, de perdre du poids, parce que j'avais pris aussi beaucoup de poids suite à ça, etc. Et aujourd'hui, j'en ai fait ma discipline, quoi. Vraiment, bon là, j'ai pas pu avec la grossesse, etc. Mais là, je reprends de manière intense. Dès que je sens que de nouveau le stress, là, j'ai augmenté mes séances parce que je sens que le stress de nouveau est en train de m'envahir et les nerfs et les cils, etc. Donc voilà, il y a plein de petits enseignements que j'ai retirés de ça. Et là, c'est la première fois que j'en parle aussi ouvertement. Il n'y a pas beaucoup de gens autour de moi qui le savent. Voilà. Bah, pour moi, ça m'impressionne, tu vois, que malgré un truc aussi grave, d'approcher la mort d'aussi près, bah, on arrive quand même à en tirer quelque chose de positif et d'en tirer un enseignement. Oui. Et c'est une certaine maturité à avoir, un certain recul à avoir, tu vois, une certaine ouverture d'esprit. Et ça m'impressionne toujours autant, tu vois, parce que je ne sais pas si j'avais été à la même place que toi, est-ce que j'aurais eu le même cheminement? Est-ce que je serais arrivé à la même conclusion, tu vois? Ouais. Et c'est fou quand même. Il y en a qui y sont arrivés et il y en a d'autres. Genre, dans l'association, par exemple, il y en a qui sont arrivés parce qu'après il y a eu la détonation à Malbec, qui sont arrivés simplement devant la station de métro au moment où les victimes sortaient, etc. Et qui sont encore aujourd'hui en maladie et qui n'arrivent plus à retourner travailler parce qu'ils ont cette image qui l'a marqué. Et je me souviens qu'il y avait des gens qui les jugeaient en disant « mais vous étiez même pas dedans, etc. » et tout. De nouveau, on ne peut pas savoir ce que la personne a vu, a ressenti par rapport à ses expériences passées, qu'est-ce que ça a fait remonter en elle, etc. et tout. Donc oui, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas encore tourné la page, qui attendent peut-être que le procès passe, que les gens qui sont les survivants, parce que sur les 3 qui allaient se faire exploser, il y en a un qui ne s'est pas fait exploser, donc il est dans le procès, et les 2 premiers sont morts, quoi. Donc, mais il y a des gens qui attendent quand même que justice soit faite, et c'est tout à fait normal, comme nous on attend ça aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce besoin, après des événements si traumatisants, de se réfugier dans quelque chose. Il y en a qui se réfugient dans la religion, et justement qui embrassent un peu plus la religion. D'autres, tu voulais dire? Par rapport à la religion, c'est pas que j'ai été plus ou moins, etc. Mais parce que moi, j'ai étudié plus de 6 ans. Donc l'arabe classique, je sais lire, je sais écrire. Voilà, j'avais étudié pas mal de sourates, etc. Donc l'idée, c'était pas de se rapprocher plus. Par contre, c'est de la voir autrement, de l'interpréter autrement, parce qu'on a tellement eu des signaux forts, on a tellement de trucs qu'on l'aperçoit autrement. C'est plus de l'ordre de l'éthique que vraiment de l'ordre de la pratique ou autre, quoi. On travaille plus sur son âme, sur l'intérieur, que vraiment sur l'extérieur, etc., qui est plus, pour moi, parfois de l'ostentation, des choses comme ça. C'est vraiment, on travaille sur ça, son intérieur, pour remonter sa foi. C'est le plus difficile, justement. C'est le plus dur. Parce qu'on dit souvent que la pratique, elle diminue quand la foi, elle est, etc., et autres. Donc l'idée, c'était vraiment, ici, c'était plus travailler sur l'âme, la foi, l'éthique, etc., la compréhension. Parce qu'il y a plein de questions ça demande de se mettre à nu et d'être sincère avec soi-même. Parce qu'au final, tu ne peux pas mentir. Non, on ne peut pas mentir. Parce que toucher la mort de si près, parce que, je vais te dire, donc,
en fait, il y a eu la première explosion et moi, j'ai eu ce réflexe de rester stoïque. De essayer de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Mon mari, lui, a couru vers la gauche. Mais je me souviens parce que après, d'une certaine manière, je lui en ai voulu. Je lui ai dit, tu m'as abandonné. Mais non, lui, il a eu un réflexe de survie. Il a couru vers la gauche. Et malheureusement, il y a eu la deuxième détonation. Donc, il a été projeté vers l'arrière. Et moi, je suis restée stoïque. Et je me souviens que j'étais... Je ne sais pas si tu vois le Starbucks à Zaventem. Il n'y a pas de... C'est juste des barrières comme ça. Et en fait, il y a une toute petite réserve qui fait la moitié de ce îlot central. Et là, je vois la porte qui s'ouvre. Il y a un petit jeune qui me dit « Viens ». Et donc, j'accours et je me mets. Et on est vraiment dans ce petit carré. Là, il y en a qui sont en sang. Et je vois encore un monsieur qui est au-dessus de sa femme, qui essaie de la canaliser, etc. Et alors, moi, j'ai ce réflexe de nouveau... d'essayer de comprendre ce qui se passe et de leur dire est-ce que vous croyez qu'il y a une troisième, est-ce que vous croyez qu'il y a... Et eux étaient là en train de me dire mais tais-toi et tais-toi. Et moi j'ai pas compris à ce moment-là. Et en fait tout le monde se faisait le flashback du Bataclan et tout le monde se disait bon ils vont venir nous finir à la Kalachnikov. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit ça y est c'est fini en fait. Et donc tout le monde était là en silence de peur qu'ils arrivent et qu'ils nous finissent quoi. Et je me souviens aussi mon mari de nouveau en réflexe survie. Mon mari, qui n'a pas grandi dans notre religion et culture, était en train de prier. Et moi, j'étais là en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en train de vivre... Et ça, ma psychologue m'a dit, c'est typique des femmes. Parce qu'il y a déjà à l'époque préhistorique, les hommes allaient chasser et les femmes restaient à l'intérieur, communiquaient, etc. et autres. Et on a encore ce réflexe de essayer de comprendre, de ci et ça. Les hommes sont en mode survie, il y a un danger... je m'enfuis, etc. et tout quoi. Nous, on est là, un petit peu... Et lui, il était là en train de... Et cette sensation, quand vous êtes comme ça, c'est un silence, vraiment dans tout l'aéroport, il y avait un silence incroyable. Et cette sensation de se dire, c'est ma dernière heure, mais je la souhaite à personne. Toutes les détonations, les c'est rien par rapport à cette sensation de se dire... Tu sais pas en fait. C'est comme si on te dit, hé, tu vas mourir dans quelques minutes, quoi. Comment tu vis le truc? Oui, tu te figes. Oui, tu te figes, quoi. Alors qu'on peut mourir à tout moment. Et voilà. Et moi, ce que je disais, je préfère encore qu'on ne me prévienne pas, que ça arrive, etc., que... Tu vois? Et puis après ça, tu te dis, en fait, j'ai une deuxième chance. Et voilà, et c'est ce qui fait aussi que j'aime me consacrer l'aide à autrui, etc. Aussi, quoi. Ouais, tu dis qu'au final, c'est une question de destin. Oui, oui. C'était simplement pas notre heure et voilà quoi, mais... C'était un beau témoignage en tout cas. Je sais pas si c'est... Non, mais... Parce que j'aime bien en fait, c'est que c'est pas juste un témoignage en mode ils sont les méchants, ils ont fait ci, non, mais ça, non, c'est un témoignage plus humain, tu vois. Ils auront leur jugement. Ils auront leur jugement. C'est ça. Chacun aura... Il y a le jugement ici-bas et puis le jugement... Ouais, ils auront leur jugement parce que eux, justement, ils ont fait leur propre jugement. Parce que quand tu es croyant, peu importe ta religion, etc., donc c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui reprend la vie, voilà, c'est écrit, ton destin, etc. Et moi, souvent, je me dis, mais d'une certaine manière, ils se sont positionnés à son même niveau, quoi. Ils ont décidé que pour les gens qui étaient dans cet aéroport, c'était la fin de leur vie, quoi. Qui leur donnait ce droit? Alors comment tu peux croire après que ces gens-là étaient croyants? C'était juste perdu, quoi. Ils sont complètement largués, quoi. On peut pas croire. Et alors qu'après, les gens associent les musulmans, des bons musulmans, etc., à ces gens-là, c'est pas juste. Parce qu'un bon musulman ne prendra jamais la vie. Tu ne tueras point, c'est dans toute religion, quoi. Parce que moi, je pense que le pire dans tout ça, c'est qu'au-delà de leur crime, c'est l'impact que ça a eu sur toute une communauté. Ouais. Parce qu'on ne se rend pas compte. Tout le monde dit oui, il y a eu des tueries, tout ça, mais le véritable impact les autres derrière, victimes, c'est au final, c'est le climat que ça a créé. Je dénigre pas, je minimise pas, bien sûr, toutes les victimes des attentats. Forcément, force aux familles des victimes. Ouais. Mais ça crée un impact. Alors imagine, moi j'avais un peu les deux casquettes. Oui, tu étais entre les deux, entre les victimes. J'ai victime et en même temps... Parce que même moi, après, j'avais ce réflexe. Je me souviens, première fois, j'essaye, parce que j'ai pas pris les transports en commun pendant quelques années après. Première fois que je sors du boulot et je me dis, allez, je vais prendre les transports en commun. Je vais vers la gare et à un moment donné, je vois un gars qui ressemble aux personnes qui se sont fait exploser et tout. Moi aussi, j'ai eu cet a priori.
Je me suis dit, ah non, c'est même pas moi, c'est mon corps qui a réagi. Il s'est mis en mode survie. Je me souviens juste me retrouver dans un taxi. Et le taxi m'a dit, je vous ai ramassé, vous avez fait un malaise, etc. Dites-moi où vous habitez, je vous ramène chez vous. Il a refusé d'ailleurs d'être payé et autres. Il m'a ramené chez lui. Mon corps, il a vu ça et il s'est mis en mode protection et hop, je me suis effondrée. Donc même moi, après, j'avais ces a priori. Et je te passe la première fois où je suis retournée au cinéma, le gars qui rentre en plein milieu du film, tu te dis, mais attends, il a payé sa place pour venir en plein milieu du film. Et puis tu vois, il a un sac à dos. Mais vraiment, hein, ça nous arrivait avec mon mari, ça nous arrivait souvent. Oh punaise, il va se faire, etc. On est sortis plusieurs fois avant la fin du film. Oui, c'est tout le trauma qui va en arrière. Les terrasses, c'était hors de question. Mon premier concert, c'était il n'y a pas longtemps, c'est mon petit frère qui me l'a offert. C'était Beyoncé, voilà. Ça. Parce qu'il savait que j'aimais bien, etc. Et pour mon anniversaire, il m'a offert. Et c'est quelques jours après, il m'a dit « Oh, je suis désolée, j'ai oublié que tu avais peur. » Et je dis « Non, écoute, c'est pas grave. Voilà, c'est passé. » Le plus dur, c'est de l'accepter. Si ça reviendra, ça reviendra. Et je lui dis « T'inquiète, ça va aller. » Je dis « Ça va aller. » Mais mon premier réflexe, je suis arrivée, où sont les portes de sortie, etc., pour pas me faire écraser s'il y a un mouvement de foule, etc. Et lui, le pauvre, il me disait, t'inquiète, en plus il est grand, c'est un bon petit gaillard. Il me dit, t'inquiète, je serai là pour te protéger. Et c'est vrai que le fait de savoir qu'il était là aussi, et alors il avait vraiment ce réflexe de se mettre à côté de moi. Voilà. Mais tout ça, tu vois, les gens ne le savent pas. Pour moi, ça m'a demandé un effort. Oui, bien sûr. L'aéroport, on a dû aller avec la psychologue, tu vois. Première fois. Et là, le cœur qui bat, etc. C'est dur. Mais aujourd'hui, ça va, alhamdoulilah. Oui, c'est-à-dire que ça va, mais tu sais pas à quel moment ça peut... Les crises d'angoisse, elles peuvent revenir, et parfois pas forcément liées aux attentats. Il y a un événement, et en fait, comme il y a ce stress post-traumatique qui est toujours là, le stress, il est difficile à gérer. Et donc, il peut y avoir un petit événement qui n'a rien à voir avec les attentats, qui fait que ton corps, de nouveau... une réaction en chaîne. Voilà. Donc, oui, les crises d'angoisse sont là encore, les crises d'hyperventilation sont encore là, etc. et tout, mais je les gère au mieux. Comme d'autres personnes qui ont d'autres soucis et qui vivent avec au quotidien et qui... tu serais étonné de voir le nombre de personnes qui prennent des anxiolytiques, qui ont l'air très très bien et tout, parce qu'ils ont d'autres soucis dans leur vie. Ou qui consomment des drogues parce que ça leur fait du bien et que ça leur permet d'oublier, et des choses comme ça. Et de nouveau, voilà, je comprends. Faut pas les juger, quoi. C'est ça, chacun son vécu. Et pour finir ce podcast, je voulais te poser une question. Tu t'investis beaucoup dans la jeunesse, le CDD. C'est quoi le conseil ou le message que tu aimerais passer à la jeunesse qui nous regarde peut-être Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Oh, plein de choses. plein de choses. Ça va paraître un peu bateau, mais croyez en vos rêves. Lâchez rien. Quand vous avez un objectif ou une idée, ou si vous avez cette sensation, moi j'ai toujours eu depuis que je suis petite, même si aujourd'hui j'ai pas encore fait des grand chose entre guillemets, j'estime que j'ai pas fait grand chose, j'ai toujours senti depuis que je suis petite que je suis faite pour faire quelque chose de grand. Cette sensation-là, et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui l'ont et que parfois ils sont cassés parce que voilà, des a priori, stigmatisation, par l'école, la famille, etc. Lâchez rien. Entourez-vous des bonnes personnes aussi. Éloignez-vous des boulets et des personnes toxiques qui viennent vous prendre l'énergie. Entourez-vous des gens qui sont... ça aussi, de nouveau, j'aime pas dire au-dessus de vous, mais des gens qui sont plus loin que vous. Qui vont vous tirer vers le... travailler dur. Mais quand c'est quelque chose que tu aimes, travailler dur, c'est pas difficile. Moi, quand je dis parfois, je dis oui, voilà, hier j'ai fini à minuit, etc. Waouh, comment tu fais et tout. J'ai travaillé beaucoup. C'était pas facile parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais parce que j'aime faire ça, du coup, je tiens le coup et je continue dans cette. C'est plus du travail pour toi, en fait. Voilà, c'est ça. C'est plus du travail. Je suis une passionnée. Je suis une passionnée de ça. Dormez. C'est important de dormir. Ça apparaît dingue, parce que justement, ça a été un des bienfaits des attentats. Et j'ai fait ce qu'on appelle, et beaucoup de policiers, de soldats qui reviennent de guerre font ce traitement. Ça s'appelle le MDR. Et le MDR, c'est un traitement en clignement des yeux. En fait, j'ai appris, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on dort le soir, vous savez que parfois on a les yeux qui tournent. Et en fait, c'est notre système, le cerveau, qui emmagasine tout ce qui s'est passé pendant la journée.
Et on a besoin de ça, en fait. La journée, quand tu étudies ou quand tu vis un super moment, d'ailleurs, c'est pour ça que tu arrives à t'en souvenir plus tard, c'est que ton cerveau, il faut le temps qu'il emmagasine, qu'il traite l'information, etc. Et en fait, quand tu subis un stress ou quand tu subis un événement traumatisant, des choses comme ça, ton cerveau est tellement stimulé, mais aussi il ne prend pas le temps de traiter l'information, etc. Et en fait, le MDR, ce qu'elle m'a permis, c'est de traiter l'information et de pouvoir parler des événements traumatisants tels que les attentats sans pleurer. Il y a encore 2 ans, je ne savais pas en parler sans pleurer ou sans me mettre dans tous mes états, etc. Et donc, ça démontre aussi l'importance de dormir. Donc, je sais que ça paraît bas parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui passent jusqu'à des 2-3 heures. Ouais. Mais des étudiants avec qui je bosse pour les mémoires ou que j'aide pour leurs examens et qui me disent « j'ai pas dormi, j'ai fait une nuit blanche ». J'ai dit « mais t'es fou ». Quitte à ce que tu vas dormir à 22h jusqu'à 4h du matin et tu te lèves à 4h du matin, mais ne fais pas nuit blanche. En gros, tout ce que tu as fait pendant la journée, ça ne servi à rien. T'oublies. Limite, tu le fais 1 fois, 2 fois, ça passe, mais à un moment donné, ton corps, il ne peut plus suivre. Ou qui passe jusqu'à des 3-4 heures du matin dans le gaming, ou des choses comme ça. Mais bon, ça va, t'es plus aux études, mais voilà. C'est tout des choses qui, sur le long terme, sont dommageables. Donc, ayez un mode de vie sain. C'est aussi bateau, mais c'est super important. Faites des activités à côté qui vous font du bien, qui vont vous permettre de tenir sur le long terme. Parce que moi, ce qui fait que je peux continuer, parce que j'ai aussi une petite santé, j'ai eu des moments de down, etc. Et donc, si je ne prends pas soin de mon corps, je ne prends pas soin de ma santé, etc., je ne pourrais pas continuer à faire tous ces projets, comme à continuer à m'occuper de mes enfants, c'est notre corps, etc. Voilà, c'est ça. La malbouffe, quand je dis malbouffe, manger bien, enfin... C'est classique, c'est de nouveau bateau, mais il n'y a pas de secret, quoi. Ça fait partie. C'est les à côté qui feront que... Voilà, c'est la petite combinaison, la petite formule magique qui fait... voilà. Et voilà, je ne lâcher rien, quoi. Aller jusqu'au bout. Bah, je me sens un peu... j'aime pas... Je ne me sens pas légitime de dire ça, tu vois. On est tous légitimes, je pense, pour partager notre vécu, des conseils ou quoi. Voilà, mais ne lâchez rien. Et alors, justement, parce qu'avant le podcast, je t'avais dit que je voulais te raconter une histoire incroyable. Dis-moi. Et ça, c'est justement pour montrer aux étudiants qu'il ne faut rien lâcher. Il y a quelques années, quand j'ai fait mon master en gestion financière, j'avais un premier mémoire avant BFOX. Donc BFOX, ce n'était pas le mémoire à la base. Ok. C'était un mémoire sur ce qu'on appelle les ABS, Asset Backed Securities. Tu vois la crise financière qu'il y a eu aux États-Unis avec subprime, avec le rachat des crédits hypothécaires, etc. Donc j'ai fait un mémoire là-dessus parce qu'à ce moment-là, je travaillais dans les marchés financiers et donc j'avais même un rapporteur au niveau de mon boulot. Et j'ai fait ce mémoire et mon promoteur à l'école était quelqu'un qui travaillait dans le milieu bancaire, dans la gestion de portefeuille. Et je fais ce mémoire là-dessus. Et au moment où je dis à mon promoteur, écoute, j'aimerais bien le présenter en juin ou en août, il me dit, ah non, c'est pas possible, je suis en vacances. Et moi, à ce moment-là, c'est hors de question. J'ai vécu les attentats, je suis au bout de ma vie, je sens que la corde, elle va lâcher. Ouais. J'ai mes enfants qui sont en bas âge, j'ai ce boulot qui est un peu prenant, etc. Je suis en CDD, je fais tout pour rester en CDI. Je me dis non, il faut que je me débarrasse de ce mémoire. En plus, je l'ai quasi fini et c'est ma spécialité, les mémoires. J'en ai fait... Et je lui dis non, je veux. Et il n'a pas voulu. Et donc, j'ai été voir le directeur. Et je vais savoir après l'histoire, je t'expliquerai après. Là, pour l'instant, je t'explique comment je l'ai vécu. Et le directeur, il lui dit, écoute, oui, tu devrais quand même recevoir son mémoire et voir si elle ne peut pas le passer. On fait truc. Et jusqu'au bout, il va me demander de faire des changements. Et moi, je ne veux pas lâcher. Je veux faire les changements, je vais faire jusqu'au bout. Finalement, il va m'autoriser à le déposer. Je vais le déposer. Il m'autorise à le défendre. J'arrive le jour de la défense. Je croise un membre du jury qui me dit, je me souviens que c'est un prof de finance internationale, et elle me dit, Faiza, j'ai lu beaucoup de mémoires, mais un mémoire comme le tien, j'en ai jamais lu. Tu as su vulgariser une thématique aussi compliquée qui sont les ABS, CDO, etc. Elle me dit, c'était fluide, il y avait une directive, il y avait une histoire dans un mémoire sur les finances. Elle me dit, il y avait une histoire. Elle me dit pas une faute d'orthographe, parce que moi, l'orthographe, c'est mon dada. Elle me dit, vraiment, je l'ai lu d'une traite. Je rentre pour ma défense. Et là, ce monsieur me regarde et il est complètement détaché. Je présente, etc. Je finis, il me dit, c'est raté. Je dis, pardon? Il me dit, c'est raté. Je dis, mais non, mais comment ça, c'est raté? Il me dit, c'est raté.
Et alors, je crois qu'il est un petit peu autiste, parce que depuis le début, il était comme ça, pas très émotif, très machin. Et en fait, il ne comprenait pas ma réaction. Je lui dis, je vous dis que je suis... Enfin, c'est pas possible, tu vois. Et alors, je regarde la dame en lui disant, mais aide-moi, etc. et tout. Rien. Il s'en va. Je sors, je fonds en larmes, j'attrape la prof. Je dis, comment ça? Elle me dit, écoute, je peux rien te dire. Je peux pas. On s'en tient là. Va s'en suivre, je vais aller voir le directeur. Il va rien vouloir entendre. Je vais être complètement désespérée. Et puis, j'avais un prof extraordinaire de développement, économie durable, quelque chose comme ça. Je ne vais pas citer son nom parce que je ne sais pas s'il sera d'accord. Extraordinaire. Et il me dit, écoute Faiza, il était membre des délibérations. Et tenez-vous bien. En conclusion, j'avais mis que, et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les médias qui l'ont confirmé, que certaines banques, comme Lehman Brothers, Goldman Sachs, avaient été accusées d'être une des raisons de cette crise financière, etc. Et tout. Il y a des gens dans ces entreprises-là, dans ces banques, qui ont été accusés, qui ont été condamnés à des années de prison, etc. Et tout. Donc moi, j'ai mis ça dans ma conclusion. Et bien, figurez-vous que ce promoteur a été dire aux membres du jury, aux délibérations, etc. Et donc lui, ce professeur-là était secrétaire, il me l'a dit. Il m'a dit, il a été dire que tu l'as insulté. Je dis, waouh! Je l'ai insulté? Comment ça, je l'ai insulté? Tu l'as insulté dans ta conclusion. Et il va me dire une phrase, il va me dire, écoute Faiza, je vais te dire une chose Faiza. Les chiens, même si tu leur déroules un tapis rouge, ça reste des chiens. Alors, mors sur ta chic, toi, tout ce que tu veux, c'est ton master. Il m'a dit, je sais que tu allais... Il m'a dit en plus, je leur ai dit que tu avais vécu cet attentat, que c'est une situation difficile pour toi et que malgré tout, tu lâches rien et que tu continues. Il m'a dit, va t'excuser. Et il m'a dit, après, ça va passer. Et bien, figurez-vous, j'ai été m'excuser. Hein. Je lui ai dit, je suis désolée, mon intention n'était pas de vous blesser. Et je ne pensais pas que j'insultais. Voilà, c'est ce qui est... Oui, ok. Est-ce que je peux repasser mon mémoire? Non. Tu ne peux pas repasser ton mémoire. Là, va s'en suivre, je vais me dire, écoute, Faiza, ça ne sert à rien de continuer, etc. Ben, reprends quelqu'un d'autre. Et donc, je vais chez ce professeur, je dis, est-ce que tu viens être mon promoteur? Qui m'a dit pourquoi j'avais été recalée. Et il me dit oui. Et il me dit, vas-y, fais ton mémoire. Et c'est le mémoire Bifox. Donc, comme quoi, derrière un mal, il y a un bien. Donc, je fais ce mémoire Bifox. Mais je sens qu'on me met des bâtons dans les roues. On ne veut pas que je le présente. Et tenez-vous bien, j'avais même oublié ce détail-là. C'est quand mon petit frère m'a rappelé les backstage. J'avais pris un avocat pour déposer mon mémoire. Donc, il y avait un avocat qui me couvrait et qui disait, attention, au directeur et à la personne chez qui je dépose mon mémoire, Faiza, qu'est-ce qu'elle doit respecter pour déposer son mémoire? Ah, elle doit respecter ça. Ben, Faiza a respecté ça, etc. et tout. Pour m'autoriser à le... Finalement, il m'autorise, je le défends. Et avant de rentrer, il y a un des membres du jury qui me dit, est-ce que tu cherches des investisseurs? Il m'a dit, moi, je suis dans le domaine des assurances. Mais il me dit, si je suis dans le domaine de l'investissement, des startups, il m'a dit, j'investis tout de suite dans ton entreprise. Et il m'a dit, c'est un détail, mais pas une faute d'orthographe, quoi. Il m'a dit, pas de plagiat, pas de... J'ai dit, mais non, c'est de la création de A à Z, quoi. Donc, j'avais fait surtout Bifox, l'aspect juridique. Je passe mes mémoires. Et il y a juste un membre du jury qui me pose, et là, vous allez comprendre plus tard, une question, mais qui n'a rien à voir. Et c'est même mon promoteur qui lui dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce que madame vient de dire, etc. et tout. Ok. Je sors, les délibés prennent un moment, je suis au bout de ma vie de m'écrouler, mes jambes, elles tremblent. Et ce professeur sort, le promoteur, et il me dit, c'est bon, c'est réussi. Il m'a dit, tu aurais pu avoir 20 sur 20, mais il m'a dit, il y a celui-là, on a tous donné super notes, et lui, t'as donné un 4 sur 10. C'est une blague. Et il m'a dit, et je lui ai dit, mais comment vous pouvez lui donner? Il n'y a pas une faute d'orthographe, il n'y a rien du tout, tatati tata. Ok. Lui, il me dit, Faiza, de toute façon, t'as réussi, t'as ton diplôme. Mais moi qui vont suivre, je ne veux pas recevoir mon diplôme. Je ne veux pas aller au délibé parce que j'ai horreur de cette école, je ne veux plus mettre un pied, etc. Et les autres me disent, on a entendu ton nom, t'as réussi avec grande distinction. Je ne veux pas avoir mon mémoire, je ne veux pas avoir mon diplôme, etc. pendant un moment. Et puis, je vais appeler une prof que je connais de cette école et je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ce directeur? Pourquoi il ne veut pas me donner? Oui, mais nanani, nanana. Et elle va insister. Et finalement, il va me l'envoyer et il va me mettre satisfaction sur mon diplôme.
Moi, je me dis maintenant, c'est derrière moi, c'est bon, j'ai mon diplôme et j'ai obtenu un job de cadre dans une boîte, je ne vais pas me prendre la tête. Mon petit frère fait les mêmes études que moi dans cette même école, là maintenant. Et il y a quelques semaines, quelques mois, il m'envoie un message, il me dit « Faiza, on ne parle que de toi depuis 2 heures au cours de ce fameux professeur qui avait été promoteur et qui se souvenait que je lui avais offert une cravate après que j'avais réussi, etc. » Il me dit « On parle que de toi. » Il m'a dit « Les élèves sont impressionnés. Il m'a dit « Je leur ai dit que tu fais ça, et que tu fais ça, et que tu fais ça. » Mais je dis « Mais pourquoi vous parlez de moi ?» Il m'a dit « On parle de ton mémoire. » Je lui ai dit « Comment ça, mon mémoire ?» Et alors il m'a dit « Je vais t'enregistrer et je te ferai écouter après. » Et le professeur, il lui a dit « Je connais ta sœur, elle est très sensible, ne lui dis pas parce qu'elle va se rendre malade. » Il me fait écouter l'audio. Figurez-vous que le directeur n'a pas parlé les 2 ans d'après, jusqu'à son départ, à ce promoteur. Pourquoi tu as soutenu Faiza ? Faiza est vulgaire et ci et ça. Figurez-vous que, normalement, le directeur ne peut pas assister au délibé, etc. et tout. Il était derrière la porte pendant ma délibé. Il est venu quelques heures avant pour intercepter les autres membres du jury externe. Il leur a dépeint un profil de moi dégueulasse. C'est une peste, c'est une irrespectueuse, c'est ci, c'est ça, etc. Elle est mauvaise, nanani, nanana. Et ce promoteur, il me dit, Faiza, heureusement que je l'ai vu. Parce qu'il m'a dit, après, je l'ai rattrapé. Et je lui ai dit, mais c'est pas vrai ce que vous dites, nanana. Et il m'a dit, il a dit à mon frère, celui qui lui a donné une mauvaise cote, c'était celui que le directeur avait réussi à convaincre. Et il lui avait dit, tu vas me la casser celle-là. Je veux pas qu'elle réussisse. Et quand j'ai entendu que pendant 2 ans, le directeur n'a pas parlé à ce professeur à cause de moi, mais là, je me suis effondrée. Et mon frère, il me dit, je comprends pourquoi il voulait pas que je t'en parle. Je dis, mais tu te rends compte ? Quel intérêt ? Et alors, ce promoteur, ce professeur, il disait à ses élèves, quel intérêt on a à vous saquer ? Vous êtes ceux qui vont nous payer nos pensions plus tard. Quel intérêt on a ? Il dit, en plus, cette fille, elle travaillait, elle avait vécu les attentats, elle avait un des meilleurs mémoires. Et attention, il a dit, ils ont passé 4 fois dans le système pour vérifier qu'il n'y avait pas de plagiat. Ils ont tout fait pour trouver une faille dans mes mémoires. 4 fois, il a dit, jamais c'était arrivé. Ils l'ont passé dans le système de l'ULB, là où je sais pas quoi, 4 fois pour s'assurer que je l'ai pas... C'est quoi le fond du... Pourquoi ils voulaient pas que tu aies ton mémoire, au final ? On pense que finalement, ils étaient amis, si pas plus, avec ce professeur, avec le premier professeur. C'est ce qu'on pense. Voilà, et lui qui a fait une fixette sur moi, alors qu'au départ, il m'adorait. Tant le directeur que ce professeur. J'ai pas compris en quoi il s'est senti insulté. Parce que, en fait, après j'ai compris, il est gestionnaire de portefeuille et je pense qu'une des deux, Lehman Brothers ou Goldman Sachs, était dans un de ces... Voilà. Et alors, après, mon frère a commencé à leur dire, parce que tout le monde a voulu savoir qu'est-ce que je suis devenue, tu vois. Alors mon frère, on entend dans la vidéo, et il est fier, il dit, elle est consultante, elle est programme manager dans une grande entreprise pharmaceutique, elle a lancé Bifox. Ce pourquoi là, elle va le lancer au Maroc. Elle travaille pour une énorme société, une grande fondation au Maroc pour leur communication. Elle donne des cours, elle fait des mémoires. Ils ont tous demandé, j'ai reçu plein de demandes sur LinkedIn après, etc. et tout. Et après, il lui dit, où est-ce que vous pouvez l'inviter ? Et le prof, oui, je vais l'inviter. Elle est déjà prévue. Et mon frère, il me dit, il te l'a dit ? Je dis, non, pas du tout. Mais c'est pas grave. Mais il a dit, cette élève m'a touchée et elle n'avait pas de raison de ça. Il dit, c'est la douceur à l'état pur, la gentillesse à l'état pur. J'avais pas de raison, quoi. Donc imaginez, moi j'ai fait ça en 2016-2017 et on est en 2023 et aujourd'hui je comprends le pourquoi du comment de tout ce qui s'est passé derrière, quoi. Et 2 ans de ne pas parler à un professeur avec qui il était ami, hein, parce que ce professeur ici dont je vous parle, il est professeur à Solvay aussi, c'est un professeur de grande renommée, quoi. Ouais. Pourquoi tu as pris parti pour cet élève ? Au moins il est resté intègre. Et c'est ce que j'ai dit ce monsieur, mais je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Ah mais je dis voilà, c'est ça. J'ai qu'une hâte, c'est de lui proposer de le voir et de discuter et qui sait. Cette expérience qui était vraiment injuste, cette expérience, t'as ce professeur qui a fait toute partie, qui finalement raconte cette histoire à ses élèves, mais c'est dingue. C'est une leçon de persévérance en fait pour voilà. Ceux dont tu es au courant, qui sont dans la classe de ton frère, mais si ça se trouve les années précédentes aussi.
Oui, dû en parler. oui, à mon avis, ça se trouve, il a dû en parler chaque année. Voilà. Donc ton expérience qui est hardcore, Négative a ça a été permis une à... leçon de fou Ouais. pour sans doute des dizaines de personnes. C'est ça. Et pour tous les jeunes qui, j'espère, auront l'occasion de voir ce podcast ou d'entendre ce podcast, les gars, lâchez rien. Lâchez rien. Regardez, j'ai fait 2 mémoires. Et ce mémoire, chaque fois, je me dis, je devrais le vendre parce qu'il n'est jamais passé. Il est nickel. Il est même moi, parfois, je ne mens pas, je le reprends et je le relis. Je me dis, mais il était génial ce mémoire. Voilà. C'est comment vulgariser le domaine des finances, le monde des finances, quoi. Mais après, voilà, j'ai fait Bifox. Et regardez, quoi. Bah, Donc, cet de échec nouveau, t'a amené destin. à Voilà. lancer Bifox. Peut-être Voilà. que si ton mémoire avait été accepté le premier... J'aurais jamais lancé Bifox. Bah oui. Donc voilà, donc c'est pour ça, en gros, il y a plein de leçons à tirer, mais surtout, lâchez rien, quoi. C'est... Magnifique. Alors les amis, je pense que c'est le mot de la fin. Hein. Lâchez rien, Ouais, persévérance. lâchez rien, vraiment. Message à la jeune génération, les gars, si vous avez des rêves, lâchez rien. Continuez à vous battre jusqu'au bout. Croyez en vous, c'est important. C'est ce que nous apprend Naruto dans son manga. Non, je rigole. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode du podcast qui n'a toujours pas de nom. N'oubliez pas, pensez à nous donner des noms, faites des propositions. Voilà, peut-être lâchez rien podcast. Qui sait? Sur ce, la famille, les amis, je fais plein de bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et à une prochaine. Ciao! Merci à vous. Merci pour ton accueil. Merci à toi. C'est top.